ça peut tout changer parce que ça crée du lien et un lien qui dure longtemps. Un texte, c'est un ruisseau. Par moments, il est très lent. Par moments, il va très fort. Tous les abrutis de marcheurs au pas de loi que vous êtes devraient lire les livres au lieu de les brûler. Mais vous couchez avec tous vos auteurs, dites-moi. Je ne bosse plus du tout avec des connards. Bienvenue sur le podcast littéraire du Haut de Plume. Je suis Cyril. Et je suis Catherine. Et aujourd'hui, nous ne sommes pas seuls, nous avons une invitée. Bonjour Amélie, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous. Tu vas bien ? Mais ça va, ouais. On se tutoie, ça te va ? Très volontiers. Magnifique, bon. Est-ce que on va rentrer en matière directement ? Si tu devais te présenter comme ça, maintenant, on t'invite sur du Haut des Plumes pour une raison particulière. Comment tu te présenterais, toi ? Très simplement. Alors, je suis Amélie Bury, je suis illustratrice. J'ai 45 ans, je suis maman d'un petit garçon de 5 ans. Et j'adore mon métier, je trouve une chance incroyable. Voilà, c'est assez jubilatoire quand même, globalement. Ok, bon, c'est bien ça, parce que... Ouais, non, je suis chanceuse. Bon, surtout que tu n'as pas fait qu'un de métier, donc... Oui. C'est ouais, bien. alors c'est mieux celui-ci, ouais. C'est bien. Alors, c'est ce qu'on voulait démontrer dans cet épisode, donc discute. merci. Ouais, non, si. Non, ça se complète, c'est très bien. Non, mais content que tu aies trouvé ta voie et quelque chose qui te va à l'époque qu'on vit, quoi. Absolument, dans ta parce vie. que peut-être dans 10 ans, je ferai tout autre chose. Vu la trajectoire, c'est ce que j'ai l'impression, on n'est pas à l'abri d'une surprise encore. En voyant ton parcours, effectivement. Illustratrice, et puis, nous, on se connaît via Catherine. Oui, et nous, on se connaît. Alors, on s'est rencontrés il y a quelques années sur un salon. Je crois que ça devait être vers 2018, quelque chose comme ça. Peut-être bien, je pense. Un truc du genre. Sur un événement littéraire, ok, ouais. C'était via Cici Lou, hein. Et Mélène, je crois. Et Mélène, ouais. On avait été présentés. Oui. À la fin du salon, on était tous complètement fatigués. Mais je me souviens bien de notre rencontre et je crois que ça a tout de suite matché entre nous. Ouais, je crois depuis ce moment-là, on attend un peu le moment où on pourra faire un truc ensemble. Hein. C'est ça, on attend une occasion. Mais non, ça a bien cliqué. Effectivement, on s'est rencontrés, on a parlé 5 minutes, et puis après, on s'est revus de loin en loin à des événements, et puis assez rapidement, on s'est dit, il faudrait qu'on fasse un truc ensemble. Alors, ça, on se l'est dit assez rapidement, et pour concrétiser le truc ensemble, on a mis un petit peu plus de temps, on en parlera peut-être, mais donc c'est vrai que nous, ça nous faisait vraiment très plaisir de te recevoir sur le podcast, parce que c'est vrai que sur du Haut de Plume, c'est un podcast qui parle de littérature et qui parle des acteurs du milieu littéraire. Au sens large. Oui. Au sens large, effectivement, et on n'avait encore jamais reçu, je crois, d'illustrateur ou d'illustratrice, et on a très envie que tu nous racontes un petit peu tout ton quotidien d'illustratrice professionnelle. Alors, comme disait Cyril, tu as un parcours qui est assez original et tu ne rêvais pas d'être illustratrice quand tu étais petite ? Ou bien si ? Tu gribouillais petite ? Ouais. Quand même, hein. J'ai dessiné très, très tôt. Ce qui fait que j'ai guetté les premiers dessins de mon petit garçon à partir de ses 2 ans, mais alors lui, par contre, c'était pas du tout son kiff, donc j'attends un peu toujours, mais alors, donc j'ai commencé très tôt à dessiner beaucoup. J'étais très encouragée par mes parents, donc j'ai encore des classeurs fédéraux remplis de mes dessins de 2 à 15 ans. Et c'était vraiment quelque chose de très présent dans ma vie. Et tu avais envisagé d'en faire ton métier ? Alors justement, pas du tout, ouais. C'était, je me souviens, à l'adolescence, quand il a fallu choisir un métier, pour moi, c'était très clair que je voulais garder l'illustration, le dessin, la peinture comme un plaisir, en fait, comme un hobby. Vraiment, très, très consciemment, je me suis dit non, mais en fait, je veux pas me retrouver à avoir la pression d'avoir pas que ça devienne un métier. Des clients qui attendent, d'être obligé, j'ai envie que ce soit, voilà. Et c'est pourtant ce que tu fais maintenant. Voilà, complètement raté. Aucune suite dans les idées. Absolument, zéro cohérence dans le projet. Donc j'ai décidé très jeune que je voulais être infirmière.
Et à la surprise de mes parents, donc, qui eux, je pense, m'auraient plutôt encouragé à faire des études ou voilà, quelque chose au niveau artistique. Donc c'est un peu le contraire d'habitude. Hein. C'est les parents qui disent non, tu dois faire un vrai métier. Tu fais d'abord avocat et après tu pourras dessiner. Voilà, c'est ça. C'est la môme qui dit non, je veux faire infirmière. Et puis mes parents étaient là, t'es sûre? Tes parents, ils étaient dans quel domaine ou ils sont dans quel domaine? Alors ma maman, elle était femme au foyer, comme on dit. Et puis elle faisait des marchés, elle vendait des fleurs, des choses comme ça. Et puis mon papa, j'ai jamais trop compris, mais il était une espèce de cadre intermédiaire technique dans des entreprises. Voilà, diverses. Techniques. Ok. Moi, quand j'étais petite, j'essayais presser des boutons. Artiste. Alors, les deux dessinaient volontiers, surtout ma maman, qui est toujours... mon papa est décédé, ma maman est toujours là, mais voilà, créative, de plein de manières différentes. J'ai des grands-parents aussi qui avaient un joli coup de crayon, mais personne n'était professionnel du tout de ce domaine-là. Non, ça c'est... Il y a un côté gêne, on dirait, non? Ouais, alors mais vraiment un peu des deux côtés. Donc c'est vrai que on avait ces livres de souvenirs quand on était petit. J'ai des dessins de mes grands-parents. Mon grand-papa en Suède, ma maman est suédoise. Il m'envoyait des dessins qu'il faisait pour moi par la poste. Je recevais des enveloppes avec des dessins de mon grand-papa. Donc c'est vrai que voilà, c'est quelque chose d'assez présent, mais pas de manière professionnelle, non. C'est le deuxième interview de Suédois qu'on fait. C'est ça, c'est la marque que j'ai. Ouais, il y a Marc Molkenauer qui était... voilà, donc... je sais pas, il y a peut-être quelque chose à faire entre vous, les Suédois de Suisse. Ce choix du métier d'infirmière, tu arrives à l'expliquer, c'était quoi? Ah oui, non mais en toute humilité, de sauver le monde, quoi, quelque chose de cet ordre-là. C'était très clair, en fait, je voulais faire infirmière, niveau 2 à l'époque, c'était ces études avant HES, mais quand même sur 4 ans. Après, je voulais faire sage-femme, et puis ensuite aller faire la médecine tropicale à Anvers, et puis partir sauver l'Afrique, quoi, grosso modo. Ah ouais, c'était visée humanitaire. Ouais, très très clairement. Okay. Mais il y a quand même, enfin on va en parler après, mais il y a quand même un fil rouge qui se dessine par rapport à ta fibre humanitaire sur la relation justement, aux autres, et la relation aux autres. Alors c'est sûr que la manière dont j'exerce mon métier aujourd'hui, elle est en continuité avec ce début de trajectoire professionnelle quand même. Donc je travaille quand même beaucoup pour ce qui est de mes mandats dans le domaine un peu socio-sanitaire, on va dire, et puis pour les livres pour enfants, c'est vrai que c'est aussi assez... des thématiques assez tournées autour, voilà, c'est ça. Il y a des choses plus ou moins légères, mais enfin, voilà, on n'est pas très loin. On va en parler après. Alors donc, tu deviens infirmière, et puis tu péniblement. J'allais le dire, c'est des bons souvenirs, ça. Ah non, c'était catastrophique. Ouais. Non, pas le métier en lui-même, mais les études. Non, mais les études, ouais. Non, parce que c'était vraiment un métier idéalisé comme ça, et puis j'ai même pas fait de prestage, donc je me suis présentée à l'école, j'ai été admise parce qu'au niveau scolaire j'avais pas de difficultés, et puis j'ai choisi en plus une école qui avait plus d'une année de cours avant les premiers stages, donc j'avais déjà fait quasi une année et demie de cours quand j'ai mis les pieds dans un hôpital pour la première fois, et comment dire que je suis tombée de ma chaise, et je me suis dit non, je peux pas du tout faire ça, ça va pas aller. Alors j'aimais bien les gens. Tu l'avais pas soupçonné pendant. J'avais pas envisagé la masse de travail, la cadence, le manque de temps évidemment déjà à l'époque. On parle d'il y a bientôt 30 ans, mais enfin voilà les thématiques problématiques elles étaient déjà bien présentes. Et puis techniquement j'étais pas bonne, quoi. J'étais quand même super désorganisée. Je courais dans tous les sens avec mes compresses, il y a tout qui tombait par terre. Enfin je veux dire c'était pas. Alors voilà, donc j'ai après ce premier stage, j'ai voulu arrêter. Mes parents là m'ont encouragée par contre en disant on finit ce qu'on a commencé. Et donc j'ai continué. Et puis au fil je suis aussi tombée le premier stage dans une équipe quand même complètement dysfonctionnelle, donc ça n'a pas aidé. Et puis après j'ai fait d'autres stages où ça s'est à peu près bien passé. Enfin j'étais pas bonne, mais c'était plus agréable. Et puis le hasard a fait que je me suis retrouvée à faire un stage, le stage de pédiatrie avec des enfants polyhandicapés. Et puis là. Alors, c'était un peu la révélation, en fait. Je me suis dit, mais en fait, j'aurais pas dû être infirmière, j'aurais dû être éduque, quoi. C'était ce domaine-là. Par contre, je me suis sentie tout à fait à ma place. En plus, du coup, moins mauvaise. Enfin, je veux dire, vraiment, c'était très fluide. Et ce qui fait qu'à partir de ce stage-là, j'ai encore demandé de faire tous les stages que je pouvais dans ce domaine-là. Et puis, quand je suis sortie de l'école d'infirmière avec mon diplôme, j'ai réussi quand même. Mais j'ai même passé mon diplôme, mon stage final en milieu socio-éducatif, ce qui se faisait pas tellement pour les infirmières. Enfin voilà, donc ils ont dû aménager les examens pour moi et tout. Et puis après, j'ai exercé, mais dans des lieux de vie en fait, des EMS, parce qu'on trouvait facilement du travail, et puis en milieu socio-éducatif aussi. Puis j'ai beaucoup voyagé les premières années, parce que du coup,
je revenais en Suisse pour quelques mois. Je me faisais engager comme ça, à peu près n'importe où. Déjà à l'époque, il en manquait. Mhm. Et du coup, ça m'a permis, voilà, pendant quelques années, de beaucoup me promener dans le monde et puis de faire plein de choses sympas, puis ensuite revenir en Suisse quand j'avais plus de sous. Donc, c'était quand même un chouette choix professionnel par rapport à ça. Ça m'a permis de faire plein de choses. Ouais. Et ces voyages, c'était des voyages où, un petit peu à visée humanitaire ou juste touristique ou qu'est-ce que... Alors, j'avais pas était perdu de l'objectif vue encore le projet humanitaire, donc je voulais encore, alors un petit peu diminuer la voilure côté sage-femme, médecine tropicale et tout ça, mais en fait, évidemment, la plupart des ONG, elles n'envoient pas des infirmières qui sortent de l'école, il faut avoir un petit peu de bouteille. Mhm. Et puis j'ai trouvé une ONG qui a accepté de m'envoyer au Mexique. Ça, t'as quel âge à ce moment-là? Là, j'avais 24 ans. D'accord. Donc Ouais, j'avais donc quand 12 ans même, d'expérience professionnelle, c'était quand même pas énorme. En plus, j'avais voyagé, donc... mais c'était pour pas pour des soins, c'était vraiment de la médecine préventive, organiser des ateliers. C'est là que j'ai fait ces premières petites brochures dans ce cadre-là. Oui, alors oui, donc... Fais voir les brochures que tu as fait. Mais là, en dessous de elles la sont, file. elles sont là. C'est tout en dessous, oui. Mais c'est vrai que même les premiers EMS dans lesquels j'ai bossé aussi, il fallait faire une petite carte de soins, donc j'ai fait des petits croquis. J'ai tout de suite quand même pu continuer à utiliser le dessin. En fait, non, c'est ça. Dessin. C'était des béquilles. Comment tu vois ça? Il y a une façon de t'exprimer, ce que tu n'arrives pas à sortir autrement. En tout cas, moi, dessiner, ça me fait jubiler, quoi. Donc, c'est de la... Parce que tu vois, tout le monde ne va pas se jeter sur son crayon pour imager quelque chose qu'il vient vivre. Ce qui est plus courant, c'est d'écrire dans un journal intime Alors, moi, j'avais un journal intime, j'ai beaucoup écrit aussi, mais par contre, une page sur deux, il y a des dessins, tu vois. Des caricatures de profs. Alors, fais voir un petit peu ces petites brochures, parce que c'est quoi l'histoire? Alors ça, c'était quand j'étais donc engagée par cette ONG au Mexique, et puis j'ai créé des petits cahiers pour les enfants avec des thématiques de santé préventive et de développement durable. C'était un petit peu mixte. Ça, c'est toi qui avais proposé Alors, je suis partie d'un matériel français existant, puis du coup, je l'ai traduit. Et puis, du haut de mes connaissances universitaires d'espagnol, n'est-ce pas? L'espagnol aussi. Voilà. Disons, pour être et voilà, et j'ai mis les illustrations, j'ai fait la mise en page, je sais même plus sur quel programme à l'époque, et puis ça a été financé, ils nous ont imprimé 1000 de chaque, on a commencé à les utiliser quand j'étais là-bas. Donc c'est-à-dire que même à l'époque où et c'était pas du tout dans l'objectif de me dire un jour je serai illustratrice, c'est juste de dire tiens, on va faire un matériel, c'est sympa, les images ça fonctionne bien, moi je sais à peu près dessiner, enfin j'aime bien, puis on y va quoi. Donc c'est rigolo que ça t'ait pas donné plus que ça le goût, alors que c'était quand même, comme dit Cyril, c'est quand même assez c'est assez professionnel comme truc quand même en fait. Ouais, alors c'est Non, alors... Mais non, tu t'étais dit, ok, j'en fais mais moi, il n'y a 4, pas grand-chose qui est construit dans ma vie, en fait. Non, mais c'est vrai, je suis... Moi, c'est à la faveur de rencontres, de carrefours, où tout à coup... Et puis c'est après coup que je me dis, ah, mais en fait, là, il s'est passé un truc. Là, si j'avais pas pris cette décision-là, ça se serait passé autrement. Mais sur le moment, c'est assez peu élaboré, quoi. Je suis très... instinctive. Pour nos auditeurs qui n'ont pas les images, qui ne nous suivent pas sur YouTube ou Spotify, Amélie dit ça devant une pile de 10 cm, une double pile de 10 cm. De bouquins illustrés et de livres complets, quoi. Donc voilà, juste pour replacer les éléments dans le contexte. Puis c'est un peu ton métier, quoi, maintenant. Alors ouais, c'est devenu mon métier, mais vraiment, il n'y a pas un moment donné où je me suis dit, ok, mon objectif maintenant, ça va être de devenir illustratrice, d'en vivre à plein temps, d'être indépendante, et comment je fais pour y arriver? Pas du tout. C'est-à-dire qu'en revanche, alors effectivement, si on revient un petit peu en arrière, donc tu as cette expérience au Mexique qui se passe bien. Tu restes combien de temps là-bas? Une année. Une année. Et puis après, tu reviens. C'est là que tu vas commencer à travailler pour la fondation... L'Institution de Lavigny, qui a une grande place dans ma vie professionnelle et personnelle, d'ailleurs. Ouais, oui. Je suis engagée à l'Institution de Lavigny comme accompagnante socio-éducative. Qui est un centre de rééducation. Alors, il y a un hôpital de réhabilitation neurologique spécialisé en épileptologie, et puis il y a un gros département qui accueille des personnes en situation de handicap, qui est un lieu de vie, donc pour des personnes avec un retard mental. Et puis il y a aussi des ateliers protégés, il y a une école spécialisée, enfin voilà, c'est assez large, c'est une grosse boîte. Donc là, tu étais infirmière dans cette boîte. Engagée comme infirmière, mais avec une casquette d'accompagnante socio-éducative, donc je faisais pas de soins, mais j'accompagnais pour la toilette, le lever, les ateliers, enfin voilà, ces personnes qui habitaient là, quoi. Et là, ça te plaisait?
Mais oui, mais bon après moi je m'ennuyais assez vite aussi, donc bon là ce qui était particulier, je sais pas, est-ce que je raconte ? Non mais c'est que je suis rentrée avec un Mexicain, donc après il fallait aussi faire un petit peu bouillir la marmite quoi, donc. J'allais le dire. Normalement tu rentres d'une mission comme ça avec quelqu'un. Absolument. Alors il est assez vite reparti, mais mais en tout cas en arrivant, ça voilà, aussi, c'est courant. l'idée c'était il faut que je trouve vite du taf, et puis ben c'est sûr que c'est pas là que je me suis dit mais si je changeais de trajectoire professionnelle. Donc je suis rentrée, je me suis fait engager. Il est reparti. Je suis restée parce que je suis tombée amoureuse de quelqu'un d'autre. Non mais c'est bon, bref, voilà. Ma vie affective est quand même assez étroitement liée à ma trajectoire professionnelle. Donc je suis bien obligée de le dire quand même. Et du coup, je m'étais pas imaginé de rester plus longtemps que ça. J'avais une longévité moyenne de 5-6 mois par poste de travail et encore. Et tout à coup, à Lavigny, j'ai fait 10 ans et j'ai pas trop compris ce qui s'est passé. Donc là non plus, je me suis pas dit, maintenant il est temps que tu te poses et que tu t'assagisses et que tu te fasses une vie. Tout à coup, je me suis dit, punaise, ça fait 10 ans que je suis rentrée en fait. Donc, tu te retournes et tu regardes ce qui s'est passé plutôt que l'inverse. Oui. Ouais, complètement. Je fantasmerais d'être plus structurée et de planifier un peu plus les choses, mais non, pourquoi ? Il faut que, je sais pas, une espèce d'idéal. Ça a l'air de marcher comme ça, franchement. Jusqu'à présent. Non, mais oui, absolument. Tu dis quand même que tu adores ton métier et que mais j'adore, non, vraiment. Non, j'ai beaucoup de chance. Et j'ai rencontré beaucoup de personnes qui m'ont donné ma chance, enfin voilà, quelques-unes disons qui étaient là au bon moment, puis qui font que... Je dirais que c'est avant tout une affaire de rencontre. J'aimerais bien la prendre par cœur pour la sortir, mais... On peut la sortir tout le temps. Tu peux la placer dans n'importe quelle conversation. Non mais c'est bateau, mais c'est tellement ça. C'est parce que c'est vrai qu'elle marche bien. Parce que du coup, oui, je peux peut-être enchaîner sur le fait de qu'est-ce qui fait que dans cette institution, tout à coup, c'est là que j'ai changé de métier. Oui, alors c'est justement... Alors c'est très bien, parce que ça allait être ma question, c'est est-ce que pendant ces 10 ans, tu t'éloignes de l'illustration ? J'imagine que non, vu comment je m'éloigne des soins, en fait, de l'accompagnement très très vite. Ouais. Ok. Tout en restant dans l'institution. Tout en restant dans l'institution. Mais on te propose quelque chose. On me propose pas, je prends, je fais ma place. En fait, j'arrive donc comme éducatrice, on va dire. Ça coïncide avec le centenaire de l'institution, qui fête ses 100 ans, donc année de jubilé, festoyade, etc. Spectacle de Michel Buller qui retrace l'histoire de l'institution, un concours pour l'affiche du spectacle. Je fais le concours, je le gagne. Il y a un petit journal institutionnel qui paraît tous les mois avec les salaires pour les collaborateurs. C'est quand même 700 personnes à l'époque, donc c'est quand même un joli petit tirage. Et c'est une nana qui écrit ce petit journal et puis qui met des photos dedans. Et puis je me dis, pour mettre des dessins dedans. Alors je vais gratter à la porte du directeur général. Puis je dis, je fais des dessins. Et le gars, il me dit, ouais, super. Ce gars, il me dit, écoute, cocotte, toi, t'es éducatrice, tu retournes à tes toilettes. En fait, je suis pas là aujourd'hui, quoi. Donc, il me dit, ouais, c'est intéressant, faites-moi des propositions. Et puis, il commence à m'acheter mes dessins à la pièce pour mettre dans ce petit journal. Waouh. Mais c'est ça qui est incroyable. Moi, j'adore ton parcours parce qu'à chaque fois, à la fois, tu décris un syndrome de l'imposteur, etc., mais tu fais des trucs qui sont juste incroyables. Et ça fonctionne. Mais c'est génial. C'est génial. Et tu t'y vas, quoi. Et c'est super. Et puis c'était sincère, je me disais mais ce serait cool un peu de couleur, un peu. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que le logo de l'institution de Lavigny, c'est encore le même aujourd'hui. Alors il y a le texte et puis il y a 4 petits personnages de couleur qui se tiennent un peu comme ça. Et moi j'ai eu l'idée de sortir ces personnages du logo et de leur faire tout et n'importe quoi, se brosser les dents, promener des chiens, etc. C'est ça, malin. Le directeur il a adoré. C'est eux qui ont décliné l'identité corporate de la boîte, etc. Enfin j'ai aucune idée de ce que je faisais moi-même. Et lui, il a trouvé ça cool. Donc moi, je les faisais à l'encre de Chine et à l'aquarelle, parce que j'avais jamais touché un ordinateur pour dessiner, j'ai aucune idée que... Voilà. Et je confiais ces dessins au responsable du service informatique qui faisait la mise en page de cette petite gazette, et qui est donc mon compagnon aujourd'hui et le papa de notre fils. Et donc, j'ai commencé à vendre ces dessins à la pièce. Puis après, comme j'étais... mon mexicain était reparti, pardon. Je bégaye. Et je suis tombée amoureuse de Gabriel qui s'occupait de ce petit journal de la mise en page. J'avais envie de passer du temps avec lui, donc je regardais un peu quand il faisait la mise en page. Puis du coup, j'avais envie de l'impressionner, donc j'ai appris à faire un peu toute seule. Puis après, petit à petit, j'ai repris la mise en page. Donc je faisais les illustrations et la mise en page. Et la nana qui faisait les textes, les articles, elle est partie. Et là, j'ai postulé et ils m'ont prise pour... j'avais un 30% pour la rédaction, si on veut. Donc, il fallait... mais c'était assez complet. Il fallait proposer des articles, aller faire des interviews. Il y avait quand même 12 à 16 pages à 4 tous les mois à sortir avec
avec la fête de la courge, et puis le portrait du nouveau responsable de secteur, et puis les arrivées, les départs, les bébés, etc. C'est même un peu chaud, 30% pour faire tout ça. Ouais, non c'était gore. Non, surtout que en plus, je me suis donné à fond, quoi. Donc c'est vrai que pendant plusieurs années, j'ai pas eu beaucoup de week-ends, quoi. Ça venait, mais j'ai l'impression qu'il n'y avait pas grand-chose que tu fais à moitié. Donc voilà. Oui, ouais. Non, alors moi c'est vrai que voilà, je pense que j'ai une force de travail et puis quand je suis motivé, fais un truc, il faut que ça soit bien fait. Je me suis un peu ralenti aussi, c'était aussi la jeunesse, je pense qu'on a aussi... Oui, c'est ça, mais t'étais quand même super passionné, tu vas à fond dans les trucs. Mais c'est vrai que j'ai fait à l'Avini, j'ai fait une fois une journée de 18h, je suis à 6h du mat, je voulais avancer avant que les gens arrivent, et puis je suis partie à minuit, puis je comprends pas, il fait nuit, donc voilà, ça je ferai plus, je suis plus capable, quoi. Donc, j'avais aussi un bureau sans fenêtre, donc ça a aidé à pas avoir tout à fait passé le temps. Et je pense qu'ils avaient fait exprès. C'est ça. J'étais dans l'ancienne radiologie, en plus, un local plombé, il faisait 27 degrés à l'année, enfin bref. Non, au début, c'était... Si ferme la porte et qu'il t'oublie. C'est ça. Ça, c'est les années 2010 à peu près. Alors, moi, j'étais engagée à l'Avini en 6, et puis, mais très vite, en fait. J'ai commencé à m'occuper du journal déjà l'année suivante. Et puis en fait, voilà, vu que moi j'étais là, j'avais commencé à toucher un petit peu de la mise en page, encore c'était Quark Express à l'époque, c'était même pas encore la Adobe. Et puis vu que j'étais là, il y a des gens tout à coup qui disaient « mais on aurait besoin d'une plaquette pour présenter telle activité ». Puis je dis « ouais, je veux bien la faire ». Et puis, parce qu'il n'y avait rien au niveau com, il y avait une vieille plaquette de présentation de l'institution périmée, il y avait un site statique où il se passait rien, puis c'était tout, quoi. Et puis, ils faisaient quand même des manifestations avec des tout-ménages, avec l'idée de faire venir un peu les gens de l'extérieur à l'institution pour différentes fêtes, avec de la musique, des machins. Et du coup, j'ai commencé à faire des petits flyers. Et puis au fur et à mesure que moi, j'étais là, moi, je veux bien. Et puis, après, au bout d'un moment, j'ai dit, mais 30%, ça va plus aller, les gars. Donc, on a eu un espèce de système de vase communicant sur 2 ans, peut-être, où, je ne sais pas, en 2-3 étapes... je suis passée d'un 80% en tant qu'éduc à un 80% en tant que conceptrice, image et rédaction. Ouais. Oui, voilà. C'est ça. Et j'avais encore un 20% au service animation loisirs, dans lequel était aussi mon compagnon, parce que voilà, je trouvais que c'était cool de passer du temps avec lui et d'organiser des fêtes pour les résidents et tout ça. Mais toute cette période-là est extrêmement floue, en fait. Je suis payée, mais personne sait exactement ce que je fais, quoi. Je navigue dans cette institution, j'ai pas de chef. À part le directeur général. Tu produis quand même. Je fais les trucs. Tout le monde voit que je lambine pas, mais c'est vrai que quand je suis partie et qu'il a fallu faire un certificat de travail, c'était un casse-tête parce que personne se souvenait de qu'est-ce que j'avais fait quand, mais là, non, ça joue pas, en fait. Là, elle était encore à l'animation. Non, là, si, elle y était plus. Donc, ça a été complètement. Mais aussi, Lavigny, à cette époque-là. Mais c'était une école en même temps, non ? Quelque part. Enfin, t'as appris à faire tout ça. Oui, il y a une école d'enseignement spécialisée. Non, tu vois ce que je veux dire. Oui, alors j'ai appris, bien sûr. Pour toi, c'est-à-dire que t'as. Ouais, j'ai expérimenté. En fait, il y avait. C'était un terrain de jeu incroyable. Voilà. Et surtout parce que j'avais quelqu'un à cette époque-là à la tête de l'institution qui m'a dit mais vas-y, tu veux faire ça, mais vas-y. Donc j'ai commencé à m'occuper de tout ce qui était image. Tout à coup, je me disais, il faudrait qu'on fasse des marquages sur les véhicules quand même, et puis il faudrait revoir la signalétique des ascenseurs, les patients se perdent, et puis. Enfin, vraiment, dès qu'il y avait quelque chose qui m'intéressait, alors qui restait à peu près quand même dans mon périmètre, j'y suis allée, quoi. Qu'est-ce qui te plaisait là-dedans, dans ce côté couteau suisse de la com ? C'est presque de la com, c'est entre le design, la com et l'illustration. Plus oui, c'était très... Puis j'écrivais beaucoup aussi, moi j'ai toujours aimé écrire en plus, donc voilà, j'écrivais même les rapports annuels, enfin des choses quand même qui avaient quand même une grande diffusion, mais... C'est une époque de ma vie où tout tournait autour de cet endroit. Parce que j'avais mon Jules qui bossait là, qui était quelqu'un aussi qui est toujours lui là-bas. Là, ça fait 35 ans qu'il y travaille, qui est pour ainsi dire né au sein de l'institution parce que ses parents y travaillaient. Mes meilleurs amis étaient là-bas. On est parrains, marraines de nos mômes respectifs. On partait en vacances ensemble. Encore maintenant... il y avait 3 apéros par semaine. Enfin, il y avait quelque chose de très, famille, très, un espèce de clan comme ça, avec hyper fort. Et du coup,
dans le bulletin d'information, de rendre tout ça visible, tout ce qui se passait. Enfin, moi, j'avais un espèce d'appétit et d'amour pour cet endroit. Mais genre, ça m'émeut quand je vous en parle, quoi. Vraiment. Parce que c'est vraiment un endroit incroyable, quoi, à cette époque-là. Mais c'est encore beaucoup dans ta vie. Parce que bon, alors c'est sûr que Gabriel, il travaille encore là-bas, mais c'est vrai que quand il y a des événements, alors mes meilleurs potes, quand il y a des fêtes, je peux pas faire, je dois lâcher la résidée. Oui, mais c'est vrai. Alors ouais, tu me fais le coup quand même assez régulièrement, j'avoue. Non, mais c'est super. Alors oui, ça fait 8 ans maintenant que je suis partie, pour ainsi dire, donc j'ai quand même un peu, j'y retourne, je reconnais plus grand monde, hein, mais mes meilleurs amis, ça reste des gens que j'ai rencontrés là-bas. Pourquoi t'es partie Ah ouais. Parce que tout change, moi et aussi, l'institution aussi, le monde. Il m'a fallu longtemps. Hein, mais, parce que tu voulais, donc tu as fait ça pendant 8 ans, de ce que tu en parles avec les petites paillettes dans les yeux, ça t'éclate. Tu n'as pas du tout, à ce moment-là, l'idée de passer sur de l'illustration, de bouquins, ou sur d'écrire des livres, fiction Non, par contre, je commence assez vite aussi à faire des mandats à côté, mais pas des livres, du coup. Des potes qui se marient, qui veulent en faire part, ou faire part de naissance... Et ça, tu fais un peu bénévole ou tu commences à te mettre... Je commence à facturer, mais alors de manière un peu ridicule au début, mais voilà. Et ça se fait aussi très, très progressivement. Et petit à petit, ça prend plus de place, plus de temps. Et je décide parce que j'étais à 100% du coup, de baisser, de laisser tomber l'animation, et puis de garder vraiment mon 80% un peu comme illustration, et d'avoir un jour par semaine pour ces mandats perso qui se développent, parce que j'arrive pas à suivre. Et puis après, alors le vendredi, je fais ça, puis après, c'est le vendredi et le samedi matin, puis après le vendredi et le samedi, mais le dimanche, je prends congé. Hein. Et puis, puis finalement, après, pendant, je pense, 2 ans, j'ai travaillé un peu 7 jours sur 7. Puis là, je me suis un peu cramée quand même. Je me suis un peu fatiguée. Et puis, ça a coïncidé avec un changement de direction. Donc, ce gars qui a beaucoup de défauts, hein, Monsieur Simon, si vous écoutez ce podcast, je vous dois tout, mais vous étiez... c'est marrant, je le tutoie maintenant et genre dans le souvenir, je le revousois. C'est pour tempérer le fait que tu lui dis franchement, pas que des bons souvenirs. Non, mais il était assez excessif et il y a eu du bon et du moins bon, mais c'est grâce à un caractère comme ça, une personnalité comme ça que moi j'ai pu changer de métier, donc j'ai une loyauté éternelle envers ce bonhomme quoi, que j'aime vraiment beaucoup. Mais ça, il est parti et il y a une direction un peu plus... il y avait besoin. De possibilités. C'est beaucoup de liberté. J'ai pu continuer à faire un peu ce que je voulais, mais tout est un peu petit à petit, c'est un peu démonté. Il y a des collègues importants qui sont partis, et puis je suis arrivée, comme j'étais fatiguée, j'ai voulu compenser un petit peu en demandant un peu plus de... J'avais besoin de reconnaissance aussi pour fonctionner, et puis j'ai pas eu tout à fait ce que j'imaginais, de soutien, mais après voilà, c'est plein de petites choses mises bout à bout comme ça, mais... Qui se cumulent. C'est ça, plus la fatigue. Et puis, à un moment donné, je me suis dit, en fait, alors c'était très compliqué pour moi parce que j'ai l'impression que si je partais, je savais que c'était renier tous les gens que j'aimais et qui vivaient là-bas et qui bossaient là-bas, quoi. Donc, ça explique le temps que ça t'a pris. Ouais, en fait. Ça m'a pris. Vraiment, je pense il y a 2 ans où j'étais un peu au bout de ma vie, je savais pas trop comment faire. Et puis jusqu'au jour où, sur un malentendu, j'ai donné mon congé. Et puis je suis partie... Comment est-ce qu'on donne ce congé sur un malentendu? Vas-y, parce que... On dirait Jean-Claude Duss. Non, mais sur un malentendu, comme ça, on va mettre les gens en garde, parce que sur un malentendu, il peut se passer des choses. Je raconte beaucoup de choses, mais vous couperez si jamais ça. Mais j'avais un entretien avec le directeur général, mon entretien annuel, mais qui avait lieu tous les 2 ans parce que je pense qu'il avait d'autres chats à fouetter. Donc voilà. Et je m'étais préparée à me dire, en fait, moi j'aimerais baisser mon temps de travail, mon 80%, j'aimerais qu'on le coupe en 2, qu'on fasse une partie plus rédaction com et une partie plus illustration graphisme. Et puis qu'on engage une autre personne et puis que je puisse travailler en équipe en fait. Comme ça, parce que moi quand j'étais en vacances 3 semaines, je devais organiser qu'il y ait un bulletin qui soit prêt au moment où je parte, que l'autre soit prêt quand je revienne. Enfin vraiment, c'était un peu de l'équilibrisme pour que tout tienne en mon absence. Il n'y avait personne d'autre qui faisait mon job quand j'étais pas là. Et je fantasmais un peu, je me dis voilà, on va être une équipe, on va pouvoir un petit peu se compléter et blablabla. Puis j'avais tout préparé cet argumentaire et en fait il m'a posé un lapin pour cet entretien. Donc en fait il a fait passer un autre rendez-vous plus important, mais je le blâme pas hein, parce que voilà, lui il a pas imaginé toute la charge émotionnelle que moi ça faisait des jours et des jours que je répétais dans ma voiture comment j'allais lui dire les choses. Voilà, et le gars en fait il vient pas quoi. Donc du coup il m'a appelé l'après-midi pour s'excuser, donc tout bien. Hein.
Et j'ai dit ouais non mais alors on va reporter. Je lui ai dit comme ça, il me dit on peut peut-être se revoir la semaine prochaine. J'ai dit oui volontiers. Je dis, c'est bien qu'on se voit avant la fin du mois. et quand je me suis pointée et je me suis pointée à cet entretien parce que là j'ai réalisé, j'ai dit mais en fait je veux pas du tout baisser mon pourcentage, moi je veux partir. Et ça a fait switch, et sur le week-end je me dis mais en fait non les gars, en fait c'est pas du tout. Et donc je suis arrivée à l'entretien en disant bah écoutez. En fait, donc je sais pas aujourd'hui s'il était venu à cet entretien initial, peut-être ça aurait duré un peu plus longtemps. C'est ce que j'allais dire, ça aurait déplacé de quelques semaines. Mais c'est pour ça que je dis sur un malentendu, parce que c'était pas hyper prévu, quoi. Ça s'est quand même décidé. Ça a un peu précipité la décision, mais je pense que comme souvent dans ce genre de situation, la décision elle était prise déjà. Non, c'était mûr là. Il n'y avait pas à tirer beaucoup sur la branche pour que le fruit se détache. Donc, mais tu t'en vas, tu lâches quand même un peu la proie pour l'ombre, même si tu as. Oui, je fais des expressions, j'écris des livres. Oui, j'allais dire, tu pourrais écrire des livres. Donnez-moi 2 minutes, je vais la noter. C'est ça, je te remercie. Arrêtez, parce que du coup, je me suis coupé là. Non, mais voilà, genre, je pars. Est-ce que tu pars avec un plan de sortie ou est-ce que. Oui, c'était ça. C'est-à-dire que mon activité indépendante, elle s'était quand même de plus en plus développée. Et donc, c'était ça le plan, c'était de dire, en fait, je vais vivre de... Alors, je faisais du graphisme aussi, je faisais pas que de l'illustration, je combinais un peu les deux, je faisais pas du graphisme pur, enfin, j'allais pas mettre en page des bouquins de 200 pages, mais si j'avais de l'illustration et du graphisme, je faisais volontiers les deux. J'avais un petit carnet de clientèle. À ce moment-là, excuse-moi, je te coupe, mais pour bien comprendre, à ce moment-là, est-ce que toi, tu avais, pour professionnaliser ta pratique, est-ce que tu as fait des formations ? Est-ce que tu fais tout ça en parallèle ? Alors, il y a une époque, effectivement, quand j'ai commencé... Quand ça faisait peut-être 1 année ou 2 que je m'occupais de comme tout ça à Lavigny, je me suis dit, mais en fait, sur le marché du travail, je vaux rien, parce que je suis une infirmière qui bricole, il faut que j'ai un papier. Et puis, ce que je savais pas, c'est que c'est quand même peut-être pas pour le graphisme, en tout cas pour l'illustration, c'est quand même un domaine qui marche au portfolio, qui marche pas du tout au CV. Tout le monde s'en fout de ce que tu as fait comme école. Tu montres ce que tu sais faire, ça plaît pas, on te prend pas. Donc, mais à cette époque-là, moi, j'étais très inquiète de me dire, mais si tout à coup on me vire parce qu'il y a plus de budget, ou si je pars, mais je vaux rien, quoi. Et j'ai fait une formation au cours du soir. Parce qu'il n'y a rien en fait en Suisse, la formation, non, pas loin. non, alors je ne citerai pas l'école, mais vraiment médiocre, parce que je me suis renseignée. En fait, j'ai appelé je me souviens, l'association suisse des graphistes en disant, mais j'aimerais me former en cours d'emploi en tant que graphiste. Je pensais plus ça, je me disais c'est plus porteur quand même que l'illustration. Et elle me dit, je suis un professionnel suisse allemande qui me disait, oui, il faut faire l'apprentissage. Puis là, non, mais j'ai 27 ans, je peux pas, pendant 4 ans, toucher 600 francs par mois et puis trouver... Enfin, ça n'est pas possible. Je dis, donc, est-ce qu'il existe en cours d'emploi oui, il faut faire l'apprentissage. Je dis, ok, merci. Et j'ai trouvé cette école qui m'a délivré un brevet en graphisme et communication visuelle. Mais c'était mauvais, franchement, j'ai appris des choses, mais... des choses, à la rigueur, tu savais, et puis tu savais sans doute déjà. Non, alors quand même, en fait, ça dépendait. Il y a 2-3 profs qui étaient intéressants, puis qui nous apportaient des choses, et puis d'autres, enfin, il n'y avait pas de ligne, quoi. Chacun arrivait en disant, genre, qu'est-ce que je pourrais bien vous enseigner, quoi. Donc, il n'y avait pas de programme hyper clair, enfin, c'était... Et puis un diplôme. Donc, j'ai passé ça m'a rassurée, j'ai eu mon papier qui ne sert à rien, mais... Et oui, j'ai quand même appris des choses, je suis sévère, là, mais voilà. Et puis sinon, ce que je faisais aussi, j'ai fait 2-3 fois En fait, en Suède, il y a des universités populaires qui organisent des formations blocs d'1 semaine à thème, sur l'été essentiellement, autour de différentes thématiques. Donc, vous pouvez aller faire 1 semaine de vannerie, 1 semaine de peinture à l'huile, 1 semaine de sculpture sur je sais pas quoi, et 1 semaine d'illustration jeunesse, par exemple, avec des illustrateurs installés, parce que la Suède a quand même une... Alors voilà, au niveau formation et tout ça, ils sont incroyables, c'est gratuit quand même, c'est court, c'est pas mal. Alors, il faut payer l'hébergement. Même pour les étrangers. Enfin, toi, tu as la double nationalité, donc par rapport... Non, mais je crois même pour les étrangers, à mon avis, ça doit être payant. Mais effectivement, moi, j'ai le passeport. Mais, et puis, vraiment, le monde de l'album illustré et du livre jeunesse en Suède, c'est quelque chose qui est enfin, ils sont super actifs, quoi. Ils font des trucs incroyables. C'est vraiment un pays qui porte ça... Ça t'aurait pas tenté de t'expatrier Enfin bon, Gabriel, il était à Lavigny. Voilà. Dans une autre vie, j'irais vivre en Suède, mais si, ça m'aurait tenté. Ouais. Mais je pense, là aussi, c'est intéressant, parce que la Suède, pour moi, c'est le pays parfait, parce que j'y ai jamais vécu. C'est le pays de mes vacances de petite fille, c'est le pays où tout le monde parle ma langue secrète. Enfin, je pense que si j'y habitais assez vite, cet idéal-là, il se briserait un peu. Quoi.
Ah oui. Mais oui, non mais voilà, enfin moi je vois que les trucs cool quoi. Je vois pas qu'il y a des gangs dans des villes où la police va plus et puis que. Ah, il y a ça en Suède. Ouais, non, il y a eu, c'est en train un petit peu de s'effriter là. Tout, puis l'État-providence, ça a viré à droite depuis un moment, donc tout est en train un petit peu de partir. D'accord. En délabrement, ouais. Mais voilà, donc moi j'ai mon jardin, j'ai Fifi Brin d'Acier, c'est super. Et je suis allée faire, donc du coup, pour revenir à ça, quelques formations, avec des illustrateurs jeunesse confirmés, et puis qui, eux, m'ont vraiment... Là, j'ai beaucoup appris, ouais. Donc ça, c'était quand tu avais quitté l'institution et puis que tu te mettais à ton compte? Je crois que c'était j'étais encore à l'institution, je pense. Donc je pense que j'avais déjà en tête de faire un... Oui, tu commençais à fomenter quelque chose. Peut-être c'était juste après, là, tout à coup j'ai un doute, je sais pas. Non, parce que mon premier livre, je l'ai fait, j'étais encore à l'institution. En fait, mon premier livre pour enfants. Je l'ai fait avec le pasteur, avec l'aumônier de l'institution de Lavigny. Donc si, je pense que c'était juste... tout à coup, tout s'est un peu précipité, mais... Alors moi, j'ai besoin de comprendre un petit truc. Non. Bon, d'accord, je pose pas ma question. Non, parce que tu me semblais avoir, au moment où tu vas en Suède, sur ces formations, avoir quand même pas mal d'expérience. Donc, quand tu dis j'ai appris des trucs, concrètement, c'est quoi ? Qu'est-ce qu'un illustrateur aguerri a pu t'apporter en plus ? Alors, c'est-à-dire, je dessinais, donc ça, c'était pas tellement un problème. Voilà. Ouais. Mais faire un livre pour enfants, il suffit pas de dessiner. En fait. C'est ça que je veux creuser. C'est ça, il faut raconter. Et puis ça, c'est un autre métier quasi. Donc, mais attends, parce que ça veut dire que tu commençais, la question que j'ai posée tout à l'heure, donc je la repose, tu commençais à te dire, bon, peut-être qu'un livre pour enfants, c'est quelque chose qui commençait à t'attirer. Le déclic, il s'est fait comment ? Mais je pense que le premier livre, je l'ai fait avant de faire... Je suis désolée, j'ai pas mon CV détaillé avec les dates, mais je pense que mon premier livre, je l'ai fait avant d'avoir fait le premier de ces cours, je crois que j'en ai fait 3. Et donc voilà, je l'ai fait comme j'ai pu, en étant très épaulée aussi par l'auteur sur le récit. Enfin, voilà, c'était lui qui t'avait sollicité ? C'était un ami du coup au sein de l'institution, puis je sais pas te dire quel apéro tout à coup. Oui, c'est ça. C'est souvent mais il avait en tout cas, il avait en tête enfin le récit vraiment c'est lui, donc il savait ce qu'il voulait faire et puis voilà, comment il m'a proposé, à quel moment ça a émergé, je sais plus, mais du coup, là, j'avais son soutien à lui. Mais après, ouais. En plus, moi, je me voyais quitter. Petit à petit, j'ai quitté l'institution, mais c'était... Je me suis, à ce stade-là, pas imaginé que je pouvais éventuellement vivre avec des livres pour enfants. Là, je m'étais dit que j'allais vivre en tant qu'illustratrice sur mandat. Comme tu disais, avec les faire-part, voilà, c'est ça. Des choses... Oui, puis alors, quand même, là, à ce stade-là, je travaillais déjà un peu pour des structures institutionnelles, pour des villes. Il y a une époque, là, pendant 2 ans, j'ai beaucoup travaillé pour Migros Magazine, donc, où j'avais envoyé mon portfolio, puis il m'avait... C'est tout des candidatures un peu spontanées, et puis... Oui, du bouche à oreille, ou bien... Ouais. Alors, de temps en temps, j'ai envoyé des portfolios, mais sinon, c'est quand même beaucoup des gens qui ont entendu parler, puis moi, je fais pas tellement de promo, quoi, c'est un peu... gonflé de dire ça, mais c'est vrai que pour le moment, la machine, elle tourne, quoi, donc les mandats, ils arrivent un peu à mesure. Je m'étais mis dans un truc d'entrepreneur pendant 2 ans, de réseautage, qui m'a un peu ouvert des portes, mais surtout un peu donné c'était juste quand j'ai donné mon congé, une posture, un peu, de me dire, quand on fait partie d'un groupe avec des garagistes et des menuisiers qui ont des boîtes de 30 personnes, puis vous êtes là, moi je fais des dessins, et puis qui vous traitent avec beaucoup de respect et puis d'intérêt, ça donne un peu d'assise, quoi. Donc ça m'a plus apporté ça. Mais... Ouais, et puis ça pouvait, à ce point de vue-là, te donner aussi des tips par rapport à comment mener ta vie d'indépendante, sur toute la partie administrative, etc. Ouais, un petit peu, ouais. Parce que bon, tu sortais quand même d'un salariat, et puis... Bon, j'ai un comptable d'amour, mon curateur, qui s'occupe un peu, sans qui je ne suis rien, Marc. Donc voilà, qui s'occupe beaucoup, et qui voudrait que je fasse une SARL depuis longtemps. Moi, je mets les pieds au mur, mais... Donc voilà, ça j'ai quelques... Mais en fait, c'est ça, je suis entourée de plein de gens qui sont gentils avec moi, quoi. T'es plutôt sympa en même temps. Ouais, non, mais c'est vrai que voilà. Et donc, pour revenir, parce que j'ai pas tout à fait répondu à ta question par rapport à ce que ces illustrateurs plus confirmés que moi m'ont apporté, je pensais vraiment de l'ordre de comment on découpe un récit, parce que un des bouquins, le premier bouquin que j'ai fait toute seule, je l'ai amené comme exercice à un de ces cours, puis j'ai bossé dessus pendant la semaine. C'était mon projet perso qui m'a accompagnée, puis
c'était super intéressant juste de dire, de faire un storyboard, de faire des premiers croquis, de se dire, ok, au niveau des plans, faut pas toujours tout dessiner à plat, des fois depuis au-dessus, au-dessous, de zoomer, dézoomer, d'essayer d'avoir un vrai... presque un peu comme du cinéma, quoi, de pas ennuyer le lecteur, comment à un moment donné on peut amener de la tension dramatique, enfin toutes ces choses-là, ça j'avais pas, moi je savais dessiner. C'est de la mise en scène, quoi. Voilà. Ouais. Et ça m'a beaucoup apporté, ouais. Mais parce que tu disais ça par rapport au livre enfant, mais ça existe aussi dans tous les livres graphiques. Alors absolument, puis... Et je pourrais peut-être même pousser le bouchon en disant que ça existe pour toute la littérature, en fait. Parce que vous le faites avec des mots, mais c'est la même chose. Oui, c'est vrai. Mais c'est pour ça que ça me faisait bizarre que tu apprennes ça auprès d'illustrateurs, quelque part. Oui, ouais. Alors, c'est des illustrateurs qui sont la plupart du temps auteurs. En l'occurrence, celui à qui je pense, là, Père José Carlin, il écrit aussi ses histoires, il travaille peu, enfin, je pense qu'il a dû faire des collaborations, mais il fait beaucoup lui-même aussi ses textes. Toi, c'est ce que tu fais aussi. Maintenant, tu fais... non. Tu crées, ou tu fais que de l'illustration. Tu l'as fait. Et j'ai fait un livre où j'ai écrit. Ouais. Montre-nous un petit peu. Il est devant nous. Il est là. Voilà. Mon magnifique livre non, mais il est à l'envers. Beau. Oui, donc, alors il est à l'envers. Donc qu'on doit lire comme ça parce qu'il a été mal relié, c'est pour ça que je le garde. Oups là. Ah bah bravo, tu couperas ça. Voilà. Donc ce livre qui raconte, je veux parler de ce livre, mais bien sûr. Oui. Enfin, chaque livre est important, mais c'est vrai que le premier, c'est particulier. Ouais. C'est le premier. Il est là. Le fil de la vie, c'est un livre qui parle des fêtes chrétiennes. Donc c'est celui-là que tu avais, fait. Et puis il est édité, il est il est sorti chez le OPEC, qui est l'Office protestant d'édition chrétienne, qui est finalement l'organisme d'édition des églises protestantes de Suisse romande. Donc là, j'imagine, c'était l'aumônier qui avait ce contact. Donc c'est lui qui a un petit peu géré donc ta première expérience exactement. D'illustratrice éditée, qui t'a fait mettre un pied. Est-ce que pour plus tard, ça t'a permis déjà d'avoir des contacts dans ce monde-là ? Ouais, alors puis j'ai refait plusieurs livres avec soit coédités entre l'OPEC et puis Ouverture, qui ont aussi des livres un peu autour de la spiritualité, on va dire au sens large. Donc oui, ça m'a, bien sûr. Non, ça m'a ouvert des portes. Et puis aussi par rapport à quand même à la création du bouquin, quoi, parce que j'avais quand même jamais fait ça. Oui. Donc on l'a fait ensemble, ouais. Donc celui-là, tu n'avais pas encore fait tes cours ou tu les avais fait déjà ? Non, ça c'était avant, ouais. D'accord. Celui-là, je crois qu'il est de 17. Je sais plus. Marqué où ? Je ne sais pas. Un truc comme ça. Nous, on avait 2017 dans les recherches qu'on a fait. 16, ok. Donc ça, c'est ton tout premier, c'est au sein de l'institution, et le partir, là, c'est ton premier... Et ça, c'est le premier que j'ai fait toute seule. Après, je sais plus, est-ce que j'en ai fait un autre entre deux, peut-être. J'aurais dû préparer une liste. Tu vois une différence entre les deux ? Alors oui, il y en a forcément une, mais entre le fait de faire juste les illustrations et le fait de porter le projet en entier. Oui. Alors, il y a le fait que celui-là, a pris 5 ans par rapport à l'autre qui a quand même... Alors, il a peut-être quand même pris une année ou deux, mais il a pris 5 ans. Est-ce que c'est à cause du texte et du fait que tu portais toute seule, ou est-ce que c'est parce que l'intérieur, enfin, si tu montres un petit peu les illustrations, c'est quand même super... complexe, enfin, je trouve qu'il y a... Non, on sent que c'est très réfléchi. Les illustrations, je les ai fait en 15 jours. Bon, donc... Non, c'était qu'il fallait s'y mettre, en fait. Parce que, en tout cas, à cette époque-là, les livres, pour moi, c'était pas ça ramenait pas d'argent. Donc, je faisais toujours passer en dernier par rapport à des mandats payés. Donc, du coup, je pétouillais. En fait, j'avais le projet, j'avais envie de faire un livre. C'est un livre qui parle de migration pour les tout-petits. Je voulais avoir que les professionnels de la petite enfance ou les familles, ou que sais-je, qui ont envie d'évoquer la question de la migration avec des tout-petits, puissent avoir un support. Et puis, il existe beaucoup de choses autour de la migration, ou qui met en scène même des animaux, enfin voilà, il y a pléthore, mais pas nécessairement pour les tout jeunes. Donc moi, il est conçu à partir de 4 ans, accompagné, parce qu'il est quand même un peu gore. Et 4 ans gore. Non, c'est pas gore. Non, mais c'est parce pas que... gore, mais ça évoque des thèmes difficiles. C'est ça, non. Et puis j'avais ce projet qui était là, et je me dis, mais je fais comment ? Je tape dans Google trajectoire type d'une famille migrante, et puis j'écris mon histoire, et puis non, quoi. Et voilà, la vie a fait que j'ai rencontré une famille de Kurdes iraniens
ici en Suisse, qui ont été d'accord de me raconter et de me confier leurs récits. Et à partir de là, je suis allée les enregistrer. Je me suis pris évidemment une baffe monumentale parce que je m'attendais à régler ça. Enfin, je me dis, voilà, on va passer un après-midi avec mon petit dictaphone, tout ira bien. Puis bon, voilà, enfin, tout le monde pleurait, on a dû s'arrêter. Enfin, j'ai pas réalisé combien j'allais leur faire revivre un truc juste affreux, quand même. Ouais. Et puis toi, et moi-même qui me considérais quand même un peu sensibilisée, j'avais envie de faire un livre là-dessus, quoi, quand même. Et ben, je m'en suis pris, mais et après je m'en suis voulu. Je me suis dit, mais qu'est-ce que tu vas demander à ces pauvres gens de raconter ce calvaire? Puis j'ai découvert des trucs à la con comme genre ils avaient vraiment une vie avant. Non mais ça c'est sûr. Ça c'est sûr parce que tout à coup il me raconte, il me dit voilà, on a vendu toutes les affaires qu'on a pu, nos meubles, on a donné ce qu'on pouvait et puis je me dis mais 6 mois, on me dit voilà dans une semaine tu pars de chez toi, je fais quoi, je fais quoi de mes affaires, je les laisse, je pense que je vais revenir ou pas, je ferme la porte à clé, je mets où la clé, je la prends avec moi, je la fous sous un caillou, enfin vraiment tout ce truc de l'avant le départ, parce que moi je voyais la trajectoire, le voyage c'est affreux, c'est dur, les passeurs, tout ça, j'ai pas du tout, enfin il y a plein de choses comme ça, je me dis mais Amélie quoi. Oui, mais je pense que c'est une prise de conscience. T'es pas du tout la seule. Et c'est quand on discute justement avec des gens qui ont vécu donc, ça. Ils ont été super généreux, quoi. Enfin, vraiment. Donc une expérience humaine juste incroyable. Et après, du coup, j'avais cet enregistrement et puis après j'ai pétouillé encore presque 3 ans. Donc là, je m'en voulais un peu tous les jours à peu près de me dire non mais je leur dois. Ils te sollicitaient Pas du tout. Mais t'es resté en contact? Ouais, mais de loin en loin, vraiment, ils n'ont pas été... En fait, leur seule exigence, c'était que le prénom de leur enfant apparaisse. Ils ne voulaient pas que je mette un autre prénom, donc c'est vraiment l'histoire de Ryan. Et ils m'ont vraiment donné ce récit sans attendre quoi que ce soit, quoi. Et puis, quand le livre est sorti, évidemment, voilà, je suis allée les voir. Enfin, c'était... Qu'est-ce qu'ils en ont pensé ? Dur à dire. En tout cas, non, heureux qu'on en parle, évidemment. Le petit garçon qui était petit pendant le voyage, mais qui a été très traumatisé quand il est arrivé en Suisse. Il a fallu longtemps pour que... Voilà, il a fait des cauchemars, c'était assez... Il a parcouru le livre et puis il l'a rejeté. Il a dit, j'aime pas cette histoire. Mais quand même, après, il y a eu un truc autour du phare, mais ça finit bien. Parce que c'est vrai que ça finit avec la famille qui arrive ici. Mais... Donc voilà, ça c'était... l'expérience. Après, les croquis, j'ai pris beaucoup de temps à les faire. Je les ai utilisés pour un de ces cours. Et après, la peinture elle-même, une fois que je me suis dit, allez, cocotte, maintenant, tu prends tes pinceaux, tes papiers, t'y vas. Ça m'a pris, pas 2 semaines, mais 1 mois, je pense. Je me suis allée m'isoler. J'ai pas fait ça à la maison. Je suis allée avec Sissi dans son chalet au Tessin. Donc, j'étais vraiment loin de tout. Un mois de janvier, dans la neige, dans un alpage. Et puis... C'est une bonne manière de se plonger et puis dedans. Elle était sur un projet d'écriture, donc elle écrivait, moi je peignais, elle me lisait ses chapitres, je lui montrais mes 2 peintures de la journée, enfin c'était super, ouais. Il a été édité ou auto-édition, celui-là, comment est-ce qu'il a... C'est l'OPEC, et puis donc la même maison d'édition que le premier, et puis en coédition avec Ouverture, Roman sur Lausanne, et puis Olivetan pour la France, donc il est quand même aussi distribué en France. Et ça, c'est toi qui es allé les voir en leur disant j'ai ce projet-là. Ouais, je suis allée les voir quand c'était fini, vraiment. C'était un peu gonflé, mais... Non. Non, mais parce que souvent, après, des éditeurs peuvent avoir peut-être des suggestions. Mais moi, je suis arrivée en disant je le veux comme ça, point. Enfin, je voulais plus j'en avais marre aussi, mais je voulais plus le toucher. Et ils l'ont pris, ouais. Et est-ce que c'est justement pour ça, parce que tu avais tellement investi d'un point de vue émotionnel et affectif que tu t'es dit dorénavant je vais écrire en collaboration, illustrer en collaboration avec des gens qui vont écrire le texte? Non, alors j'ai plein de projets perso, sauf qu'ils n'aboutissent pas, parce que je leur laisse pas la place. Donc moi j'ai des ébauches de plein de livres pour enfants à moi, plein, j'exagère, mais en tout cas j'ai 2 BD que j'ai commencé, j'ai 1 livre pour enfants, et puis là en plus j'essaye de me mettre la pression en mettant la charrue un peu avant les bœufs, en justement me mettant au porte-à-faux par rapport à des personnes dont j'ai besoin de quelque chose pour le récit, en me disant comme ça je vais me sentir obligée parce que je suis allée faire alors ça ne fonctionne pas du tout, j'ai juste mauvaise conscience et j'avance pas, donc je ne sais pas si ces projets vont un jour sortir de leur tiroir avant ma mort. Mais donc voilà, des projets j'en ai, le problème c'est que j'avance pas dessus, et donc les autres livres je les fais juste parce que j'ai un éditeur ou un auteur qui me dit Amélie, on avance maintenant, ça dit quelque chose? Non. Oui.
Les deadlines, ça Ouais. aide à avancer. Ouais, c'est Ouais, clair. ouais. Et puis, bon, bah, quand même, si on rentre un peu dans les aspects très pratico-pratiques, ben, les derniers livres que j'ai faits, bah, la création est financée. Donc, du coup, je les fais un peu passer plus en priorité que si c'est que des droits d'auteur à l'échelle suisse. Du coup, la solution, elle me semble évidente. Il faut que tu fasses financer tes projets perso, puis ça sera réglé. Ouais. Merci. C'est combien la consultation? Un petit coaching? Non, mais à part ça, t'as complètement raison. Eh oui. Et ça, c'est quelque chose qui est assez nouveau parce que moi, j'ai pas été passive, c'est un peu méchant, mais j'ai un peu suivi le mouvement où maintenant, voilà, des maisons d'édition me disent tiens, on a ce projet-là, fais-nous une offre, et je fais. Et puis mais de me dire ok, en fait, moi, je peux aussi faire ce job-là. Pour d'une manière ou d'une autre, ouais, c'est en train de germer. Quelque chose qui te ferait envie finalement? Ah ben, parce que moi, c'est ce que je préfère faire quand même, les livres. J'aime beaucoup faire des illustrations pour des clients. Bon, bah mais voilà, les t'as ta livres, réponse. c'est quand même les livres, quoi. T'as ta réponse. Ouais. Non, t'as raison. Ah, mais je m'attendais pas à ce que Il est fort, cette interview allait me... Ouais, non, t'as raison, oui. Donc là, maintenant, tu travailles pour d'autres. Tu C'est illustres les histoires des autres, quelque part. Comment ça fonctionne? Comment tu travailles avec un auteur, une autrice? Est-ce qu'elle t'envoie un mood board? Est-ce que c'est une rencontre autour d'un café? Puis même en amont, comment ça se passe? Parce que donc tu disais, c'est la maison d'édition qui te contacte. Parfois, ouais. Qui va te contacter en se disant ça pourrait matcher avec l'auteur, tel auteur qui a une histoire et qui vous met en contact. Effectivement, c'est comme ça que ça marche. À peu près, ouais. Et après, ça a ensuite... aussi arrivé il n'y a pas très longtemps avec celui-ci, que l'auteur... Ça, c'est un Daniel Burnier, il est sociologue, et puis il m'avait... c'est un livre qui parle des cimetières pour les enfants. Enfin, ça, c'est un des derniers sortis. Ouais, c'est le dernier, je crois. Et du coup, c'est une fable avec un texte en vers très court, et puis il y a des notes à la fin. Puis l'idée, c'est de dire, mais les cimetières sont pas que des lieux de chagrin et de mort, c'est des lieux de repos, c'est des lieux d'histoire et de culture, c'est des lieux de biodiversité. Enfin voilà. Donc c'est un anthropologue, Michelangelo Giampaoli, qui vit aux États-Unis, et Daniel Burnier, sociologue ici en Suisse, qui ont écrit cette histoire. Et ce Daniel Burnier, il m'avait contacté pour un projet il y a pas mal d'années de BD. Puis j'avais commencé à faire des croquis et tout, puis il y avait aussi un co-auteur, ils étaient deux, puis l'autre à un moment donné a boqué, je sais pas trop pour quelle raison, mais voilà, il voulait plus finalement bosser avec moi, donc j'étais un peu déçue. J'avais pas bossé beaucoup, mais j'avais quand même fait quelques croquis et tout. Ils ont sorti le bouquin avec une autre illustratrice, il est très bien. Vraiment, sincèrement, je pense qu'elle a fait ça beaucoup mieux que ce que moi j'aurais fait. Et quand j'ai vu qu'il était sorti, j'ai envoyé un petit mail à Daniel en disant « dis donc, j'ai vu que t'es arrivé, c'était bien des années plus tard quand même, il a mis longtemps. » Et félicitations, et il m'a rappelé en me disant « Ah, mais j'ai peut-être un projet quand même que je pourrais quand même faire avec toi. » Ah, c'est trop bien. Il est venu me voir, il m'a présenté ce texte, et là c'est moi qui ai ouvert la porte de l'éditeur. J'ai dit « Ah, mais je pense que ça pourrait peut-être jouer avec Ouverture, avec qui j'avais fait des choses. » Et puis donc là c'est l'auteur qui vient vers moi, puis moi qui ouvre la porte, ou sinon des fois c'est la maison d'édition qui vient en disant « On a un truc, est-ce que ça t'intéresse ?» Et alors, alors par exemple, effectivement, pour ce projet-là, donc là, vous faites le lien avec la maison d'édition. Comment ça se passe? C'est-à-dire que vous sollicitez la maison d'édition pour voir si eux, ils s'embarquent dans l'aventure avant de commencer à travailler dessus. Ouais. Alors, je fais des croquis initiaux, je monte un dossier, maintenant j'ai un peu ma trame, pouf, pouf, pouf. Et puis, j'ai envoyé chez Ouverture en disant, voilà, ce monsieur m'a contacté, ça me semble intéressant. Est-ce que ça vous intéresse? Et puis, ils ont dit oui. Ils ont dit oui. Donc, ils disent OK. Ouais. Donc, après, comment ensuite, c'est quoi le... Parce que nous, on ne connaît pas. Hein. Ouais, comment tu travailles? C'est quoi ta relation avec l'auteur, finalement? Alors, là aussi, ça va dépendre. Évidemment. Parce que typiquement, tu nous as dit un truc en off, là, avant qu'on commence, c'est que t'aimais bien te challenger et apprendre un truc au moment... une nouvelle technique, par exemple, ou une nouvelle façon d'illustrer sur chaque nouveau projet. Du coup, tu peux pas te dire, je vais vous proposer... par exemple, un truc comme ça, puisque tu veux faire un truc nouveau. Alors, ce qui est intéressant, c'est que typiquement, j'avais quand même fait une planche finalisée à peu près pour le projet comment on dit, pour le dossier. Ouais, une preuve de concept. Voilà, qui ressemble pas du tout, évidemment, à ce que j'ai fait. C'est pas grave, c'est pour le faire financer. Et on a eu 3-4 entre deux. Ouais. Et chaque fois, j'envoyais à l'éditeur, à l'auteur, en disant, ça y est, j'ai trouvé. Et je faisais un autre truc, je suis là, non, faites pas du tout. Donc, et finalement, puis en plus, j'ai des explications après. Donc, j'avais fait un truc avec des couleurs assez ternes, hein. Vous voyez comment c'est terne? C'est ça.
Voilà. En disant non mais ça va C'est bien sûr- avec c'est la sûrement fable, mieux c'est en un même peu temps. ça parle du cimetière, c'est une fable en vers, c'est bien d'avoir quelque chose d'un peu qui fasse écho au niveau du style, pas du tout. Donc voilà, donc je peux aussi inventer des trucs et puis après je fais le contraire et puis puis les gens sont tolérants donc Après comment ça se passe, ben voilà, ça dépend. Là ici l'éditeur il nous laisse une liberté totale en fait. Et vraiment, cool. là, Maurice Gardiol, quand on le sollicite, il va nous donner son avis, mais sinon, c'est open bar, quoi. Tu y vas. Mais on pourrait quand même imaginer qu'à la fin, ils disent « Ah bah non, finalement pas », ou bien... Ouais, alors ça en va l'occurrence, avec, pas du tout, ouais. Heureusement, quoi, parce que Oui. sinon... Après, j'ai par exemple le chat... Moi, je fais beaucoup de chats. J'ai mes séries, hein. Oui, mais écoute... Les séries sur la mort, les séries sur les chats, les séries... Donc, le chat de Lausanne, qui est donc un... format BD, mais c'est pas une BD, c'est un livre illustré avec des encarts, des choses comme ça, qui raconte c'est une dédicace foirée. Tous mes livres ont une petite histoire, ce que je garde pour moi, c'est parce qu'ils sont plus vendables. C'est collector. Et ce livre-là raconte donc l'histoire le roi Arthur est venu en Suisse. Il y a une historienne à l'UNIL, à Lausanne, qui a consacré sa thèse à la vulgarisation auprès des enfants de la littérature arthurienne. Et puis là, c'est ça c'est rigolo aussi, c'est un salon, et puis il n'y avait pas beaucoup de monde, et puis on s'ennuyait, et puis on a commencé à causer les uns avec les autres, et j'ai fait la connaissance avec Virginie Jobet-Truffert des éditions du même nom à Montreux, et puis on a sympathisé, et puis elle m'a appelé ensuite, quelques semaines plus tard, en disant j'aurai un projet peut-être pour toi. Et là, par exemple, Virginie, elle a beaucoup plus fait l'intermédiaire entre Hélène, l'autrice. Virginie, c'est l'éditrice. Virginie, c'est l'éditrice, voilà. Et là, du coup, finalement, avec Hélène, j'ai assez peu interagi. Donc, Virginie, qui est aussi journaliste, donc qui est voilà, une éditrice vraiment investie au niveau aussi des textes et tout ça. Elle a travaillé avec Hélène beaucoup pour arriver à un texte qui lui semblait adéquat pour ce projet. Et puis ensuite, elle a fait le lien avec moi. On a communiqué avec Hélène, mais vraiment... on va pas dire qu'elle faisait l'intermédiaire, Virginie, donc l'éditrice, mais plutôt vraiment, c'était un triangle très... Oui. Où elle avait vraiment une place plus importante que chez Ouverture, où Maurice Gardiol, lui, il se met vraiment au deuxième plan, quoi. Et puis après, comment on fait ? Alors, d'abord, je fais des croquis... Donc l'auteur t'envoie le texte brut, je dirais. Et puis est-ce que l'auteur te donne des indications de ce que lui imagine ou elle imagine ? Voilà, c'est ça qui m'intéresse. C'est comment ça se Est-ce que tu as un mood board ? Tu vois, l'auteur il dit moi j'aimerais des trucs comme ça, comme ça. Alors comme au niveau du style, non, moi j'ai toujours bossé avec des gens qui étaient super open, qui quoi que je propose me disaient super. Voilà, c'est pour ça qu'on va vers toi. Ouais. C'est pour bénéficier de ça. C'est-à-dire que tu vas sachant avoir qu'à une chaque fois c'est quand même interprétation. différent, donc Oui, ils sont choux, quoi. Tu vas avoir une interprétation de l'histoire qui t'est personnelle et ça se rend en illustration et c'est ce que les gens cherchent. Ouais, okay. Par contre, les gens vont plus, les partenaires sur ces projets vont peut-être plus intervenir au niveau du... ils le font peu, hein, mais au niveau peut-être d'un cadrage ou d'un truc, ou là, typiquement, ce que j'ai reçu d'Hélène, c'était découpé évidemment déjà en chapitres. Il y a des encarts qui viennent dans chaque chapitre, donc ça, évidemment, ils étaient présentés à part. Il y a différents personnages qui interviennent au fur et à mesure de l'histoire, qui sont des chats, chaque fois de races différentes. Donc là, elle m'avait fait tout un document Word avec des photos des chats pour chaque race, etc. Donc là, elle a fait un travail vraiment de documentaire. Il y a une base documentaire, en amont, assez, voilà. Les livres que j'ai fait avec Marie Wenker, par exemple, ici, j'ai refait un autre livre autour de la migration, mais pour les plus grands. Alors elle, comme elle a une association qui vient en aide aux migrants en Grèce, sur l'île de Chios, et elle avait plein de photos. Oui. Et elle était beaucoup plus précise sur ce qu'elle voulait, parce que c'était quand même cette expérience. Elle a travaillé avec ces populations. Par exemple, moi, je fais souvent des personnages avec des yeux, c'est des petits traits. Je leur fais pas nécessairement un œil rond avec une pupille, etc. Et Marie, pour elle, c'était hyper important que le héros de ce livre ait des yeux bridés, parce qu'il vient d'une ethnie qui s'appelle Hazara en Afghanistan, et qui sont un peu mis au banc de la société afghane. Et pour elle disait mais il faut qu'on voit. Donc, donc j'ai dû travailler. Là, je me suis fait un peu fait violence, parce que moi, ça j'avais pas l'habitude, quoi, de dire non, mais moi, mes personnages, ils ont pas les yeux comme ça, quoi. Contre-exemple, ici, il y a des yeux ronds, donc n'écoutez pas ce que je dis. Et elle m'a donné des photos, elle a fait Faites ce que je dis, pas ce que je fais.
des photos des camps aussi, évidemment, des costumes que portent les femmes, parce que moi, Afghanistan, je me suis dit femme voilée, mais cette ethnie-là, pas nécessairement, donc elle porte un peu un voile, mais il est très... Donc voilà, elle m'a donné beaucoup de photos et de feedback, ouais. Et puis pour d'autres bouquins, beaucoup moins, quoi. Qu'est-ce qui t'amène sur une certaine approche plutôt qu'une autre? Je sais pas, un canevas avec de l'huile plutôt que des crayonnés, etc. C'est quoi qui t'oriente vers ça? C'est le ressenti par rapport à l'histoire? C'est le ressenti par rapport à la personne qui te propose l'histoire? Ou ça vient juste comme ça? Ouais, c'est pas très... Et si tu me réponds ça va me... C'est pas très construit, non. Après coup, je peux trouver des explications en disant oui, ça matche bien avec. Mais sur le moment, c'est très expérimental. Je teste, puis tout à coup, c'est aligné, puis ça sonne juste, puis je dis ok. Tu fais quand même une série de tests. Ouais, pour trouver quand même. Okay. Après, typiquement pour ces 3 livres là, Hassan, Djouma et Camille, qui sont parus chez Loisirs et Pédagogie. Là, Marie, toujours, parce que moi j'ai un dessin souvent assez sage, assez propre, assez net, et puis elle voulait vraiment avoir quelque chose qui soit un peu bougé, qui soit un peu vivant, qui soit un peu jeté, etc. Donc là j'ai dû chercher un moment pour me dire ok, mais c'est quel style, c'est comment, avec quand même une espèce de contrainte. Mais sinon, ouais, je fais un peu comme ça vient, avec le fait que je m'ennuie rapidement à faire la même chose, donc c'est vrai que... Quand je vais prendre un nouveau projet, je vais pas me dire je vais refaire la même chose que celui-là parce que ça avait bien fonctionné et il me semble que ça fonctionne bien. À un moment donné, peut-être je vais arriver au bout de mes idées et puis j'aurai plus de, je sais pas. Je crois pas. Au niveau des techniques, je vais commencer à peindre avec les pieds ou je sais pas parce que il faudra que je trouve autre chose. Mais c'est vrai qu'à chaque fois, pour le moment, j'arrive à être suffisamment à ne pas m'ennuyer. Après, enfin voilà. Est-ce que ton entourage, au sens à la fois des choses qui t'entourent, mais aussi des gens, ça influe ta façon d'illustrer les choses. Ce qu'on a noté dans nos notes, que tu as une grotte de création, en gros, quoi. Hein, tu oui. Donc, tu t'es créé un cocon pour créer, et j'imagine qu'il a varié au fil des années, ou peu, je sais pas. Est-ce que tu penses que ça a une certaine influence sur ta façon d'illustrer ? Alors, en tout cas, quand je suis sur un livre, c'est vrai que j'ai pas mal besoin de m'isoler, de pouvoir me mettre dans ma bulle. Les livres, ça va être compliqué pour moi de faire ça 2 heures un après-midi, et puis le lendemain, faire un truc pour la ville de Morges ou le Chuve, et puis après... Donc, il faut des espèces de plages, quand même, où je peux bien me plonger dedans. Quand tu commences un projet, il faut que tu te mettes dedans et que tu ailles un peu au bout avant de... Pas nécessairement peut-être jusqu'au bout, mais en tout cas, voilà, qu'il y ait des espèces de bonnes plages horaires, et du coup, ça se fait volontiers dans des endroits un peu isolés. Alors, j'ai fait partir c'est ça, à l'alpage. Quand j'habitais encore toute seule... Oh, mais bien volontiers, merci. Quand j'habitais seule, j'avais un petit 2 pièces, donc j'avais mon bureau dans ma chambre à coucher, donc là, ça a fonctionné. Ma foi, j'avais jamais tellement connu autre chose. Donc, et puis après, merci beaucoup. On a acheté une maison avec Gabriel, avec mon compagnon, il y a 14 ans maintenant. Et puis là, du coup, j'ai la chance d'avoir une pièce vraiment où j'ai une chambre pour ça, qui a une entrée indépendante, et où que j'ai vraiment pu un peu tapisser. Et petit à petit, effectivement, au fur et à mesure des années, aménager pour que je m'y sente bien. Et c'est vraiment un endroit que j'aime profondément. J'ai 2 bureaux. Les gens arrivent en se disant tiens, vous êtes 2 T'es en coworking. Alors j'ai un bureau tradi avec mes pinceaux, mes crayons, mes papiers, mes découpages, mes tampons. Parce que sur celui-ci, par exemple, il est où ? J'ai carrément gravé des tampons pour faire des textures. Ces machins ici, c'est de l'espèce de lino synthétique. Après, j'ai tamponné. Après, j'ai découpé dans Photoshop. Donc, j'ai vraiment un bureau très physique. Et puis, j'ai un bureau numérique avec une grande tablette, un peu comme un iPad géant, une tablette Cintiq. Et puis, mon poste informatique, et qui est plus pour la création plus numérique. Et je jongle entre les deux, en fait. Je m'assois à l'un, je m'assois à l'autre, je passe d'un côté à l'autre. Ça a été dur, la transition vers le numérique, justement sur Adobe ouais, ça c'est vrai qu'on n'en a pas parlé. Non, alors ça s'est fait de manière très ludique parce que c'était l'époque des blogs BD.
Il y avait Margot Motin, Pénélope Bagieux, tout ça. Et puis j'ai commencé à faire la même chose. Ouais, il y a vraiment une espèce de tendance autour de ça. Je sais plus les noms encore des autres, il y en avait plein. Donc moi j'ai fait la même chose évidemment. Qui est toujours en ligne. Qui est toujours en ligne. N'allez pas le voir. Mais si, alors on mettra. Arrête, non, il est en jachère depuis une dizaine d'années en tout cas. Sympa. Moi tu m'as dit la même chose. Je suis allée voir, je trouvais ça très bien. C'est beau. Et où je me mettais en scène moi-même avec mes petites aventures assez cocasses. J'allais dire quand même relativement ridicules du quotidien, mes accidents de mixeur, les sorties de mon mec, mes maladresses, voilà. C'est tout ce qu'on aime sur ces blogs BD, c'est ça. Mais c'est tellement... Alors c'est vraiment drôle. Moi j'aurais bien aimé que tu continues. Dans lesquels on se reconnaît peut-être. Les problèmes de société. Du coup, j'avais ce terrain de jeu incroyable et qui, pour le coup, avait pas tellement d'enjeux plus que à l'époque, c'était pas des likes, c'était des commentaires. Et puis où j'ai ma première tablette numérique, c'était une Wacom mais qui était pas rétro-éclairée, c'était pas un écran, c'était je dessinais là et je regardais ici. J'en ai eu une d'ailleurs. Et ça m'a pris un petit moment, mais comme j'avais vraiment cet objectif je savais ce que je voulais réussir à faire, du coup j'ai appris. Ça a été assez intuitif en fait, et très rapidement j'ai pu transposer aussi pour le professionnel à Lavigny à l'époque encore, et pour que ces illustrations que je faisais paraître dans les pages du bulletin soient plus à l'encre de Chine et à l'aquarelle, mais qui soient un petit peu plus propres, quoi. Oui. Et puis il y a le problème du scannage des illustrations et de la qualité des couleurs, etc. Alors ça, maintenant, c'est vrai que comme je sens... j'ai quand même une période où j'étais très numérique pour des questions esthétiques, de choix artistiques, mais aussi pour des questions de confort. Et là, je sens que j'ai un espèce de retour... Alors, en tout cas, pour les livres pour enfants, pour la clientèle plus sur mandat, c'est plus compliqué parce qu'ils attendent un peu quelque chose que j'ai l'habitude de faire. Et puis, ces clients-là, ils interviennent aussi davantage. Là, pour le coup, il y a des corrections, il y a des choses... ils sont forcément, ils me mandatent pour quelque chose. Mais c'est pas de l'art, il y a un message à faire passer. Enfin, c'est de l'art, mais il y a un message à faire passer, quoi. Oui, il y a un objectif derrière, clair, voilà. Et donc, du coup, c'est vrai que là, le numérique est quand même très pratique. Parce que si je devais faire pour ces grands clients à l'aquarelle et à l'encre de Chine et à la gouge... déjà ça leur coûterait trop cher, quoi. Donc, c'est ça. Bon, après s'ils sont prêts. Mais par contre, en tout cas pour les livres pour enfants, les projets perso, c'est vrai que je sens une espèce d'appel à revenir plus à la matière, au concret, au papier. Et du coup, je me suis aussi petit à petit équipée. Alors oui, en pinceau et en papier et en écoline et en gouache et tout. Mais aussi, j'ai un super scanner depuis l'année dernière parce que j'ai un des livres là, je dirais pas lequel, où j'ai scanné ça, mais vraiment sur mon petit scanner browser avec ma petite imprimante domestique, et où la photolitho m'a grondé en disant mais Amélie, là c'est plus possible. Donc voilà, c'était tout cramé. Alors j'essaye de faire passer mes incompétences techniques pour des choix artistiques, mais ça passe pas toujours. Je dis mais ça donne un style. C'est un vrai choix. Donc voilà, maintenant j'ai un super scanner. Je viens de m'acheter aussi une très grande imprimante A2 pour faire des tirages d'art un peu, avec sur des papiers texturés. Donc ça, j'ai l'impression que je m'oriente aussi petit à petit, peut-être un peu plus vers du B2C, alors que... avec des cartes postales, des choses que j'ai envie de faire. Voilà, donc je tâtonne aussi, mais donc j'ai une très grande imprimante. Donc petit à petit, c'est vrai que techniquement, ce bureau, il s'est un peu étoffé, et je me suis perdue, je sais plus quelle question tu m'avais posée. Mais... c'est pas grave, parce que je vais rebondir sur ce retour à la matière. Ce retour à la matière, au toucher finalement, parce que le numérique, t'as ta tablette, t'as ton crayon, mais tu changes d'outil en cliquant. Alors que tenir un pinceau et tenir un crayon, c'est pas la même chose que d'avoir un couteau à gouache. Et tu vois. Et ce côté-là, à ton avis, qu'est-ce qui t'y ramène ? À part, alors il y a des choses évidentes dont on parlait le goût de la difficulté. En off. Il y a le côté éventuellement IA générative, etc. Quand même, je pense qu'il y a quelque chose un peu de la réaction. Par là. Mais il y a aussi ce rapport à la matière, je pense, qui est lié peut-être avec un peu de maturité. Je retrouve un certain parallèle dans ce que je fais. Alors moi, c'est des mots, donc, mais j'aime bien écrire sur une machine à écrire, par exemple. Alors qu'avant, j'aime bien écrire même sur des trucs où tu peux pas revenir en arrière.
ce qui paraît débile à l'heure du Oui. traitement de texte, etc. Mais tu y trouves quelque chose que tu n'as pas, que le numérique a effacé. Donc je me demandais s'il y avait un Aussi, parallèle un peu. sur les carnets à l'extrême, Ou aussi, d'écrire des textes, manuscrits, oui, manuscrits. oui. Je pense qu'il y a, il y a un alors, rapport un comme- peu charnel ouais. avec l'objet, quoi. Alors comme vous, tôt ou tard, on est obligé de passer par l'étape numérique si on De veut toute voir façon. aboutir un projet. Donc on va scanner, on va mettre du texte, je ne vais pas commencer à faire des caractères d'imprimante. Non. Mais sait pas. pour le côté Mais créatif. oui, c'est quand même... Parce que moi, je défends beaucoup le numérique, hein, parce que j'entends beaucoup de clients ou d'amis même à qui je montre des choses et puis qui me disent « Ah, ça fait comment ?» Puis je dis « C'est Photoshop », puis on me dit « Ah, c'est l'ordinateur ». Tu dis « Oui, j'ai quand même bossé un peu, quoi. Ouais, Enfin, c'est ça. genre, il n'a pas fait C'est ça tout seul Photoshop qui a encore, fait, voilà, ouais. c'est ça. Bah non. Donc j'ai beaucoup milité pour dire bah non, c'est quand même ma main qui tient le stylet, certes, et pas le stylo, mais voilà, c'est du travail quand même. Est-ce que tu as l'impression que ce genre de remarques, justement, maintenant qu'il y a l'IA, et est-ce qu'il y a une évolution moi, j'ai avec pas encore une perçu, méfiance des gens, peut-être, à tout confondre à partir du moment où je c'est sais un pas. ordinateur? Moi, quand je vois j'en parle pas beaucoup avec mon entourage non professionnel de ces questions-là, j'en parle pas mal avec des collègues, parce que forcément, ça nous préoccupe un petit peu, enfin, en tout cas, voilà, ça nous interpelle. Après, je vois ce que les gens partagent sur les réseaux sociaux, et là, donc même des gens que je connais, hein, pas nécessairement des filles d'Instagram ou des trucs que je connais pas, et je me dis, mais on manque cruellement d'éducation numérique. Enfin, je veux dire, les gens partagent des choses genre, ah, mais c'est tellement mignon, puis là, mais tu vois pas que tu partages de la merde et que c'est pas vrai, en fait. Et donc, moi, ça m'est arrivé d'intervenir, je me dis, non, mais arrête, Amélie, moi, j'ai vraiment envie de dire, mais documentez-vous, cherchez ailleurs. Est-ce que vraiment Joan Baez a fait un concert avec Bruce Springsteen en disant que Trump était un connard? En fait, non. Ça aurait été cool et c'est super, mais en fait, non, quoi. Et non, des petites fleurs en Thaïlande en forme de chaton mignon, ça n'existe pas. Mais tout le monde. Enfin voilà, donc j'ai l'impression que les gens sont encore naïfs, peu. Sont se encore peu laissent, sensibles à ces défis. Donc je me dis, manipuler. voilà, peut-être mon métier va disparaître. Mais ça, c'est dans mes moments un peu de déprime où je me dis, mais peut-être que dans 50 ans, on fera appel à un illustrateur humain, comme on se dit, je vais aller faire un tour en calèche aujourd'hui, quoi, tu vois, ce sera le truc un peu suranné comme ça, je sais pas. Je crois pas, je pense que tu rates ce qu'on disait tout à l'heure, là. C'était tout ce que tu apportes et qui est du non tangible. Qui est en fait ta digestion humaine de l'histoire et du texte, que tu retranscris encore une fois avec un cerveau humain et des moyens humains, même si tu, après, au bout, utilises des outils numériques, ça reste ton cerveau qui a fait ce travail-là. Je pense que ça, c'est à l'abri. Je pense. Mais il y a un problème d'éducation qui est que les gens doivent arrêter d'apprécier des personnages à 6 doigts et les bêtises qui n'existent pas, quoi. Il y a un livre, un album jeunesse en Suède l'année dernière qui a obtenu un prix des lecteurs, pas un prix académique ou comme ça, mais voilà, prix des lecteurs, qui a été écrit par un humain mais illustré par une IA. Et ça fait toller, parce que du coup, voilà, tous les milieux professionnels ont réagi, et puis pas tellement face au fait que les lecteurs aient choisi ce livre-là, ma foi, eux, ils ont choisi celui qui leur plaisait le plus, mais plutôt de se dire, mais pourquoi il était dans la sélection, quoi. À un moment donné, comme il y a une responsabilité. Donc, mais parce qu'il n'avait pas caché le fait que c'était des illustrations à l'IA. Je suis pas sûre que c'était marqué sur la couverture, mais j'imagine qu'au niveau des crédits, tu dois quand même l'indiquer, mais ça, honnêtement, là... Oui, mais est-ce qu'il l'avait... Voilà, est-ce que c'est vrai que de toute façon, on entend de plus en plus des polémiques pour... Parce que moi, je vois très bien... de cacher la chose. Des mandats qui vont m'échapper, mais qui, pour moi, c'est OK de dire que le faire part de naissance ou le logo, parce que j'ai fait une formation de massage et puis que j'ai acheté une table de massage pour faire des massages dans mon salon. J'entends bien que quelqu'un veut plus mettre 600 balles pour un logo, il peut être généreux. Par contre, les gros clients institutionnels, tout ça, je pense que probablement, c'est effectivement encore un peu à l'abri. Mais c'est aussi pour ça, là, ce printemps, j'ai peint une fresque sur les murs d'une garderie. Ça, je me suis dit, l'IA, elle fera pas, d'être à 4 pattes avec des pinceaux et puis d'avoir mal au dos à la fin de la journée. Donc, je me dis, je continue à laisser très ouvert en me disant, longtemps, je me suis dit, il faut que je me niche un peu, quoi, parce que c'est vrai que je fais beaucoup de choses différentes. Puis là, je suis plutôt à me dire, mais non, en fait, il faut que je reste comme ça, organique, et puis à suivre un peu ce qui vient. Et ou faut pas avoir peur de dire non quand il y a quelque chose qui m'intéresse pas, évidemment, mais... Bien sûr. Je vois pas pourquoi je me ferme des trucs. En tout cas. Après, moi, l'IA, j'ai commencé à l'utiliser quand même. Donc, au début, je me suis dit, je vais faire un label
100% humain que je mettrais dans mes signatures mail. Et puis là, j'ai un projet pour lequel j'ai dû dessiner. J'espère que la cliente ne l'écoutera pas. Non, mais. Ne sois pas trop précise, mais non. C'est super intéressant. Non, mais parce que ce que j'ai déjà vu l'année dernière, par exemple, j'ai des clients qui m'envoient des briefs avec des trucs générés par IA en disant j'ai essayé de faire moi-même, ça correspond pas à ce que je veux, mais voilà, je vous montre quand même, je veux pas ça. Puis, oui, je veux pas ça. Voilà, mais ça pourrait être aussi... C'est dans un peu cette direction-là, mais j'aurais préféré que ceci, cela... Oui. Tu vois, c'est pas juste un brief écrit où j'aimerais un Père Noël qui fait ci, qui fait ça. On dit, voilà, mais nous, on le fait aussi. Je veux dire, c'est vrai qu'on en a parlé dans d'autres épisodes, pour des couvertures. Mais oui. Moi, je veux dire, c'est pour orienter. Un outil pour orienter. Pour moi, c'est OK, nous, c'est même très bien. On ne sait pas dessiner. Ouais. Enfin, moi, l'illustratrice, les 2 illustratrices avec qui ça s'est passé, j'ai fait générer par l'IA pour expliquer ce que je voulais à peu près, parce que j'étais pas capable de le dessiner, de faire un brouillon qui véhicule mon idée. Et ça les a pas choqués, effectivement, mais c'est juste un support. Donc ça, j'ai vu. Et puis sinon, moi, voilà, là, j'ai pour un projet où j'avais peu de temps, parce qu'il y avait, voilà, en tout cas pour cette première étape, un petit budget. Et je devais dessiner des chiens. Donc plein de postures différentes, en train de courir sur le dos, de faire les foufous. Et puis en fait, moi, normalement, je vais chercher sur Google, quoi, des photos dont je m'inspire ensuite et que j'adapte, etc. Si ça concerne des êtres humains, je vais beaucoup, moi, me prendre en photo dans la posture, parce que je me dis, mais comment il va le bras, là ? Là, j'ai pas de chien, donc je suis allée chercher. Mais du coup, là, j'ai demandé à... Il y en a qui ont ce personnage en bois, là, qui articule. Oui, je l'ai aussi, mais c'est moins... Ouais, puis voilà, quand même, il y a plein de... Il a quand même une limitation dans les articulations, pas mal de choses. Mais un petit peu, on peut, mais... Et donc, j'ai pas de personnage en bois chien, donc je suis allée demander, en l'occurrence à Chat, parce que j'ai essayé sur Midjourney, j'ai même pas réussi à faire un prompt, il y a rien qui est sorti, j'ai paniqué, j'ai tout fermé. Mais Chat, voilà, ça va, et du coup, évidemment, il m'a généré des chiens à 6 pattes, et puis mais j'ai pu quand même... T'as enlevé 2 pattes, et tu t'es mais oui, okay, ça m'a permis juste de me dire, ok, non, mais juste ce bout-là de coin de cul de chien, avec la queue comme ça fonctionne bien, je vais pouvoir le reprendre, et puis donc ça devient un outil... Donc comme un outil... Je sais pas, je causais avec un ami illustrateur qui me disait mais un jour si tu sais plus du tout faire un cul de chien toute seule, c'est dommage. Donc voilà, oui, je mais suis avant pas encore l'IA, peut-être que, comme tu dis, même s'il n'y avait pas eu l'IA, peut-être pour justement dessiner exactement la courbure de la cuisse du chien, etc., tu aurais été voir un vrai chien. Peut-être, oui. Donc c'est pas, ça, c'est triché. Pas tellement... Ça doit sortir de ta tête et c'est tout. Non mais oui, bien sûr, ouais, c'est toujours documenté d'une manière ou d'une autre. Mais oui, je pense elle a bloqué là-dessus. Oui, la pauvre. Comment ça ? Mais non, mais je trouve ça... Non mais c'est vrai, on peut dire... c'est voilà. un peu totalitaire. À une époque, on allait dans des bibliothèques, ensuite on a commencé à aller sur Google, maintenant on demande à l'IA de nous épauler. Il faut être vigilant, je pense, mais moi en tout cas, voilà, je me suis pas formalisée, je me suis dit je manque de temps, il faut que ça aille vite, il faut que ça fonctionne, je veux quand même produire quelque chose de qualité, je veux me faire aider, et l'IA n'a pas fait le job à ma place du tout. Mais oui, elle t'a pas aidé. Est-ce que tu as perdu des mandats Est-ce que tu penses que tu as perdu des mandats sur l'IA Non, je crois pas. Pas encore. Ouais. Non. Mais voilà, en tout cas, je reviens encore une fois à cet appel vers la matière. Et je trouve que, parce que je te disais que oui, j'ai longtemps défendu le numérique aussi en disant oui, c'est aussi créatif, etc. Quand même, en nuançant, c'est vrai que quand tu es avec le papier, le pinceau, le crayon, ça change quand même la manière dont tu crées dans ton cerveau. Ce côté définitif de certaines étapes qui fait que quand tu as fait ton trait, si c'est raté, il faut recommencer. En tout cas, ça demande un espèce d'alignement intérieur que j'ai moins avec le numérique. Avec le numérique, par exemple, j'écoute volontiers des podcasts, excellents, comme du haut de plume, pendant que je dessine. Quand je suis avec du moins... Alors, si j'ai une partie où tout est posé, puis je colorie avec mon encre, avec mon aquarelle, ça va. Mais sinon, je suis vraiment là, quoi. Il y a plus d'engagement cognitif, et en plus, ça te demande plus d'intention, je pense. Oui. Parce que tu peux pas effacer le mauvais trait que tu viens de faire sur ta planche complète, tu vois. Non. Alors, sur Photoshop, t'es concentré autrement quand même. T'as des touches de CTRL-Z. Oui. Donc, Et puis pour chaque planche, j'ai 20 versions différentes au fur et à mesure. Je sauvegarde si jamais. Finalement, la 22, elle était mieux que la 23. Je comprends ce retour. En arrière, donc, mais voilà, encore une fois, les deux sont intéressants, quoi. Oui, c'est clairement. pas un au détriment de l'autre ou vice-versa. Pouvais tout à fait mixer les deux. Alors complètement, je fais plein d'allers-retours, c'est sûr. Je disais celui-ci, les fonds sont faits à l'aquarelle, je les ai scannés, ensuite j'ai posé numériquement
les personnages dessus avec des pinceaux, mais qui ont des textures. Donc c'est pas parce qu'on fait du numérique que c'est nécessairement des aplats hyper lisses comme ça. Oui. Quand je montre, je me dis, mais vraiment, je fais des choses très différentes. Mais oui. Donc, tu as essayé des outils. Est-ce que tu as essayé l'iPad, Procreate, ce genre de choses qui sont misère, ouais. un peu plus... j'ai l'impression ça enlève un peu de la barrière numérique parce que tu n'as plus qu'une tablette et ton stylet et tu n'as pas cette interface, etc. Alors après, il y a un problème de taille, mais il est déjà grand. Le grand. Tu as essayé, t'en penses quoi? Oui. D'accord. Ah, mais je suis trop vieille en fait. T'es trop vieille. Parce que j'ai travaillé sur Photoshop depuis tellement longtemps. T'as des réflexes. Alors c'est pas tellement l'histoire de Photoshop, mais disons en tout cas moi je suis habituée à travailler sur une tablette inclinée comme ça, maçontique, avec un stylet et avec des raccourcis. Ouais. Donc moi je travaille comme ça. Je clique. C'est quand même possible sur l'iPad. Hein. Mais du coup, il faut avoir un clavier. Voilà. Donc j'ai un iPad Pro, je l'utilise parce que je fais aussi, parmi les 12 000 choses que je fais, des spectacles pour enfants, avec la compagnie de la petite bougie. Gilliane Bussy est comédienne, elle improvise des contes en direct devant les enfants sur la base de matériel que les enfants lui donnent. On demande des personnages, des lieux, etc. Moi je dessine ça sur des papiers, elle tire au sort, elle invente une histoire, et moi je la dessine en live et ça se projette. Et là je peux pas aller avec ma tablette Cintiq qui pèse 6 kilos, donc je vais avec mon iPad. Et je suis d'une maladresse folle, hein, les gens se rendent pas compte. Vraiment, c'est un peu... là, c'est de l'imposture, pour le coup. C'est dire le niveau que tu as. Si tu trouves en public que tu es d'une maladresse folle et que les gens sont contents, c'est un peu vous situer le niveau quand elle a ses vrais outils, quoi. Juste pour dire encore une fois. Engagez-nous, on est très bonnes. Mais, non, mais le résultat est sympa. Mais après, il y a toute le... Et, parce que j'illustre aussi, par exemple, je fais du live drawing dans des conférences. Et là, j'en ai fait une... je ne sais même plus, l'UNIL ou les PFL, l'UNIL je crois. C'est au même endroit géographiquement, ça va. Non, puis c'était co-organisé, donc des assises autour de transition numérique et égalité de genre. Je ne dis pas tout à fait le mot juste, mais donc c'était quelque chose d'assez pointu. J'ai fait des illustrations en live pendant 2 jours, donc non, ce que je produis quand même est regardable. Mais j'ai pas du tout l'aisance que j'ai dans Photoshop où j'arrive vraiment à naviguer entre mes calques, mes sélections, avec mes ombrages, etc. C'est pas le but. Tu peux pas comparer une illustration sur le vif avec 60 calques de Photoshop et 8 jours de boulot c'est cela. sur un trait. Tu as tout à fait raison. Cela dit, intérieurement, moi je sens en tout cas que je suis limitée sur Procreate et que justement je l'utilise pour ces situations-là où cette simplicité fonctionne. Et j'adorerais en fait pouvoir dessiner sur Procreate parce qu'il y a quand même, j'ai l'impression, une variété de brushes incroyable par rapport à Photoshop. Et moi qui suis avec des envies de retour à l'organique, ça donne envie parce qu'il y a des effets incroyables. Photoshop c'est très bien, mais en plus moi je sais à peine télécharger une nouvelle brush, donc moi j'ai mon petit pré, je fais mes choses, j'expérimente certes, mais j'ai pas une monstre curiosité non plus. C'est un peu contradictoire ce que je dis. Mais est-ce que justement le fait qu'au départ t'étais un peu autodidacte et tu t'es un petit peu habitué comme ça à apprendre ton métier sur le tas en expérimentant, parce que j'imagine il y a quand même, alors au niveau, je reviens toujours à mes questions de formation etc. Mais tu pourrais aussi te former à l'outil pour apprendre des nouvelles compétences, même sur Photoshop oui, alors il faudrait ça même, pas ça serait intéressant. En fait, je manque de ton. Ouais, c'est ça. Je suis un peu une flemmarde quand même, c'est-à-dire que souvent j'ai envie d'aller droit au but. C'est ça qui me venait. Non, mais dans le sens où, manquant de temps, je suis aussi un peu des fois, tu sais, le mec qui a sa scie qui est pas aiguisée, quoi. Genre, je prends pas le temps d'aiguiser mon outil parce que j'ai pas le temps. Là, il faut que je le scie mon arbre. Et je me dis si je prenais juste le temps de changer ma lame, j'irais beaucoup plus vite après coup. J'ai un ami illustrateur, je vous en ai déjà parlé, Pierre Abraham Rochat, que je salue, que j'aime beaucoup, qui lui a ce côté, beaucoup plus. Il va vraiment chercher des solutions pour se simplifier la vie, mais ça va lui prendre des détours. Tandis que moi, je vais faire le truc qui branle et puis qui fonctionne. Je vais pas me dire mais tiens, si peut-être il y a moyen de... Moi je dis, avec des gens comme moi, on habiterait encore dans des grottes, quoi. Je veux dire, finalement on n'est pas si mal dans cette caverne, non? Et il y a des gens qui cherchent des solutions. Donc lui il me pistonne pour pas mal de trucs. Là il vient de me faire découvrir des profils de couleurs, des choses j'ai entendu parler. Pour moi c'est un petit peu du coréen, donc j'apprends, vu que maintenant je commence à imprimer sur ma belle imprimante. Mais toujours est-il que l'iPad, j'aimerais bien aussi pour la mobilité en fait que ça permette, parce que d'aller voir une expo à Bâle et puis de pouvoir dessiner pendant 3 heures dans le train,
pas perdre ce temps-là, entre guillemets. J'adorerais. Pour le moment, voilà, ça fait partie peut-être des objectifs. Pour clore la parenthèse Procreate, il y a un gros avantage qui est égoïste. Moi, je suis très intéressé au processus créatif et de voir comment les choses sont faites. Et dans Procreate, chaque coup de pinceau est enregistré, et tu peux en faire un film qui est exportable, et tu vois petit à petit grossir l'illustration, zoomer sur le détail, mettre un peu de lumière, dézoomer, etc. Et je trouve ça toujours fascinant de voir les gens travailler. J'adore voir ça. Alors ça existe sur Photoshop aussi. Ça existe aussi. Okay. Ouais, alors je sais pas si c'est lié à Photoshop en fait, mais on peut en tout cas enregistrer mon écran. Je l'ai eu fait, mais. Là, c'est à une touche, quoi. Tu appuies. Alors c'est peut-être t'as pas besoin d'y penser. Voilà, c'est enregistré d'emblée, et puis tu l'exportes ou pas. Mais je trouvais ça chouette. Oui, non, mais tu me fais envie. Mais surtout cette histoire quand même aussi de mobilité, quoi. Je pense que tu peux mixer les deux, mais ça va peut-être venir un jour. Je l'ai en tout cas. Surtout que tu peux exporter. Beaucoup de Netflix dessus actuellement, mais peut-être qu'un jour c'est une tablette. J'utiliserai davantage Procreate. Bon. Est-ce que tu es des fois sollicité? Moi, je parle par rapport au fait que nous sommes auteurs, et quand on travaille avec les illustrateurs, c'est aussi souvent pour les couvertures de livres. Ou est-ce qu'on te sollicite et est-ce que c'est parce que tu as des couvertures dans les livres que tu illustres, mais une couverture seule de livres adultes, est-ce que c'est des choses que ou ados, ou c'est des choses que tu aimerais faire, pour lesquelles on t'a sollicité ou Ouais, j'aimerais bien. Non, j'en ai fait une pour une diététicienne qui a fait un bouquin autour de l'intestin en anglais, dans une maison d'édition anglaise. Donc j'ai fait une fois une couve de commande, mais sinon je réfléchis, je crois pas. Mais oui, j'aimerais bien, ouais, dès qu'il s'agit de dessiner, moi je veux bien. Mais tu as conscience que beaucoup d'auteurs t'écoutent. Donc vous pouvez contacter Amélie. Oui, absolument. Le lien s'affiche sous le... Non, c'est comment le lien va s'afficher, absolument. On mettra le lien. Si, j'aimerais bien, ouais. Parce que je continue quand même à faire du graphisme, et puis ça, c'est vrai que si à l'avenir, petit à petit, il y a certains mandats de graphisme qui pouvaient un peu s'évacuer pour que je puisse davantage vraiment dessiner, je serais preneuse. Il y a des choses aussi qui me font envie. Je réponds à une question que vous ne m'avez pas posée, mais non, mais je vois vraiment beaucoup maintenant. Mais c'est peut-être parce que je suis focus là-dessus, mais de reportages, documentaires qui incluent de l'illustration, soit où c'est complètement illustré, mais donc on parle de films animés, ou alors où il y a intervention d'animation ponctuellement dans un support vidéo. Et beaucoup Arte, ils font des trucs incroyables. RTS aussi, là, j'ai vu une scroll story aussi. Ces choses toutes ces choses-là, ça, sur des supports multimédia, de pouvoir avoir des illustrations. Moi, je fais de l'illustration animée, mais là encore, de manière extrêmement artisanale, en bouclant juste des images de manière très simple, et en travaillant avec des maisons de production qui s'occupaient après de toute la post-prod. Donc voilà. Donc ça c'est voilà. Tu me parles de bouquins, voilà, des illustrations comme ça, c'est des choses que j'aimerais bien faire. Pas pro Apple, mais ça va te ramener vers Procreate, ça. Parce que pour faire l'anime comme ça, ça marche assez bien. Ouais. Non, alors moi je ferais ma diva, c'est-à-dire j'aimerais bien que quelqu'un anime mes dessins. Plutôt que d'avoir besoin de le faire. Je l'ai eu fait encore une fois dans Photoshop en l'occurrence, qui a un volet qui permet ça. Ouais, mais c'est compliqué je trouve dans Photoshop. Alors c'est compliqué, en plus là j'ai une version mon Mac qui est pas compatible, donc il faut que je désactive un truc pour pouvoir accéder, enfin c'est vraiment laborieux, et ça fait un moment que j'en ai plus fait, donc je me souviendrai évidemment plus du tout comment il fallait faire. Mais non, j'ai fait quand même quelques petits films animés, voilà. Peut-être bon, mesdames, j'aimerais bien que vous me parliez de ce projet que vous attaquez ensemble. Je renverse mon verre d'émotion. On te comprend. Ce projet Fabulivre. Fabulivre. Mais le lapsus est sympa. Mais... On est libre avec nos Fabulivres. Allez, on va tout Alors, changer. Qu'est-ce que c'est Changer le nom. Qu'est-ce que c'est ce projet ? Alors c'est un projet, mais alors il y a beaucoup de choses non officielles encore, donc on a entendu que c'était un projet. Voilà, c'est tout. Non, mais c'est vrai que c'est dans le. J'imite que les gros mots, moi. Le prolongement de ce qu'on disait tout à l'heure, qu'on avait envie de faire quelque chose ensemble depuis longtemps, et on avait
On s'était rencontrés d'abord en se disant on va écrire une histoire ensemble et ça va être super et on va vraiment faire créer l'histoire toutes les deux et puis on s'est rencontrés 1 ou 2 fois en essayant de créer l'histoire et en finissant la journée de travail en ayant parlé de tout sauf ou à peu près. Glycine. Ouais, c'était terrible. On n'a pas trouvé la méthodologie, en tout cas, qui nous permettait de faire ça, je crois que... Non, il y a eu ça crochait pas, et puis on avait mis ça de côté, puis on était toutes les deux pas mal occupées, donc on avait un petit peu mis ça de côté pendant quelques temps. Et puis, il y a eu un projet, une histoire que j'avais écrite, l'histoire de Eva Bühler, qui est une jeune fille qui je sais pas ce qu'on dit, on n'a pas discuté ensemble de ce qu'on disait, ce qu'on disait pas. Ouais, c'est une You're jeune, the boss. C'est un projet avec un peu du fantastique, de la littérature ado, d'une jeune héroïne suisse qui va voyager un petit peu dans le temps, rencontrer des personnes illustres qui mêlent beaucoup d'éléments culturels suisses. Et je t'ai proposé un peu cette histoire et on travaille toutes les deux là-dessus sur quelque chose d'un format un petit peu hybride. Exact. Avec assez innovant, on pense. Assez innovant, on pense, effectivement. Et puis, alors, tu peux peut-être montrer le character design. Le character design. Juste pour se la péter avec des mots que seuls les gens du métier comprennent. Et donc, oui, moi d'ailleurs, j'ai pas compris. Enfin, quand on a préparé l'épisode, tu m'as dit, est-ce que je parle du character design? Je me dis, mais c'est quoi? Alors, c'est intéressant, ça permet peut-être juste aussi de montrer aux personnes qui regardent ce podcast. Ça, c'est une des étapes initiales quand on fait une histoire, c'est-à-dire qu'il faut essayer de saisir le personnage et savoir qui il est. Et du coup, on va le dessiner dans différentes postures, avec différentes expressions sur le visage, etc. L'idée, c'est qu'il évolue pas trop entre les premières pages et les dernières pages du bouquin, quoi. Qu'on le reconnaisse. Alors voilà. Après, c'est vrai que il y a l'exemple de Tintin ou entre Tintin et chez les Soviets. Comparaison en toute humilité. Hein. Mais écoute. Et c'est quoi les Picaros, le dernier, où effectivement le personnage a beaucoup évolué. Mais enfin voilà, sur 40 ans, on peut quand même lui pardonner d'avoir fait évoluer son personnage à l'intérieur d'un même livre. C'est un peu dommage si on reconnaît pas l'héroïne du début à la fin. Donc voilà, on a fait ses premières ébauches avec le descriptif de son accoutrement, son habillement. Oui, c'est ça. Toi elle a un style vestimentaire un peu à elle, Eva. Audacieux. Audacieux. Voilà. Et on a évidemment avancé un petit peu plus que ça, mais on s'est dit qu'aujourd'hui c'est ça qu'on allait montrer. Donc on a notre Eva qui est une sacrée badass. Voilà. Et puis c'est vrai que c'est chouette, enfin ce projet, c'est vraiment agréable de travailler toutes les deux parce qu'on est, on est dans un dialogue et chacune fait des suggestions à l'autre, on améliore petit à petit. Alors c'est un projet assez de longue haleine, hein, on part. Ouais, on est assez ambitieuse, hein, c'est pas... Et en même temps, oui, on aimerait bien créer aussi des partenariats, on a déjà certains partenariats avec des institutions culturelles. Et puis on est quand même parti aussi pour se dire on fait plusieurs tomes, hein, c'est pas un one shot puis on garde, donc c'est quelque chose que... Ouais, c'est quelque chose, voilà, on avance tout doucement, mais ça c'est vrai que c'est un truc qui nous enthousiasme toutes les deux. Ouais, c'est un plaisir. C'est vrai, il est partagé. Voilà, on ne t'en dira pas plus. D'accord. J'allais poser des questions. Non, mais alors si, pose des questions, on verra si on te répond. C'est ça, on peut choisir de dire... De dire, c'est pas encore déterminé ou des choses comme ça. C'est ça. Oui. Non, parce qu'il y a ce côté hybride qui est intéressant, mais qui est en même temps tellement vague qu'on a du mal à comprendre un petit peu ce que vous voulez dire par là. Parce qu'un livre graphique, ça existe. On comprend ce que c'est, ça existe déjà. Une BD qui raconte une histoire... on sait ce que c'est. On sait ce que c'est. Donc, un album illustré, on sait ce que c'est. Et votre projet à vous, il est différent. Qu'est-ce qui fait sa différence quelque part? C'est-à-dire qu'on peut quand même dire, je pense qu'il va emprunter des codes assez différents genres. J'imagine. Et puis que l'idée, c'est vraiment de les assembler en un magnifique fabulivre. Ok. Donc il faut un peu d'imagination pour voir ce que serait le produit final, mais c'est un mix de ces genres-là en tout cas.
C'est un peu un mix de ces gens-là et on est là en train... De toute façon, on va prochainement... Ouais, on va je pense, commencer dans pas très longtemps. On va commencer à ouais. communiquer un petit peu là-dessus et sur les réseaux, on a déjà acheté le nom de domaine, donc il faut qu'on crée le C'est site. bien joué de le faire tôt parce que ça part vite. Oui, et justement, ce qu'on aimerait, comme on a beaucoup d'ambition pour ce projet et qui nous tient à cœur, c'est pouvoir documenter, mais quand on aura un petit peu plus posé les choses, pour présenter les étapes de la création et puis justement comment on travaille et comment on a conçu ce produit un peu hybride, cet objet littéraire. Mais c'est vrai, je me rends compte, on est un peu... On dit cryptique en français, non hein, c'est du suédois, ça. Si, ça se dit, mais c'est du langage courant imagé, on va dire, populaire. Voilà. Donc, voilà. Mais tout le monde comprend, donc faut l'utiliser. Absolument. On parle On reste très mystérieuse pour l'instant. Oui, c'est ça, mais c'est vrai que c'est pour ça on hésitait un petit peu entre en parler et pas en parler. C'est l'apanage de ces projets, on a envie d'en parler, mais en même temps, tout n'est pas défini, et puis c'est exactement ça. On a envie d'en faire la promotion, mais le produit fini n'est pas arrêté, donc je comprends votre position. Mais c'est sympa de savoir qu'il y ait ce mélange des deux puissances créatives. On a un aperçu de la tienne à travers de cette interview. On connaît la tienne parce qu'on fait le duo depuis un moment. À mon avis, ça va dépoter. Donc j'ai hâte de voir de quoi vous allez Nous accoucher. aussi, on a hâte. Ouais, mais écoute, c'est gentil. En tout cas, on s'éclate. En tout cas, on s'éclate. Et puis, ça bouillonne beaucoup. Donc, on a tout le temps des nouvelles idées. Et puis, alors, c'est vrai que de temps en temps, on est là, Amélie m'appelle et puis elle me dit « mais on pourrait mixer l'illustration et la photo ». Et puis je lui dis « et puis on pourrait faire des QR codes ». Et puis voilà, donc j'espère que ce ne sera pas l'arlésienne avec tellement d'idées qui partent dans tous les sens. Mais en même temps, je dis ça, mais non, on est assez... je pense que on a... Nous, ça ne donne pas l'impression là, mais on a vraiment défini les choses de manière... Oui. Alors on a bossé maintenant beaucoup en amont aussi pour définir les choses, pour puis donner une assise et une pérennité au projet, et puis maintenant on va gentiment arriver, enfin voilà, le texte est écrit, ça on peut quand même le dire. Oui. Et puis moi maintenant, voilà, la balle est dans mon camp. Donc la phase conception a quand même bien commencé. Ouais, oui, on a... on a bien... Puis on a déjà élaboré la trame, les tomes suivants, on sait à peu près où ils vont se passer. Enfin, oui, non, on a bien avancé. Non, c'est pas juste une idée, on est un peu plus loin que ça, mais c'est vrai que... Oui. On se fera inviter par du plume. Non, mais on peut faire un épisode Fabulivre quand on sera dans les bacs. On va pas se priver, bien sûr. Oui, mais ça pourrait être intéressant parce que je trouve que justement la manière dont on a travaillé, etc. Oui. La genèse, la façon de travailler, il y a plein de trucs qu'on pourrait. Et puis c'est vrai que comme c'est particulier, on doit un peu inventer notre méthodologie aussi. Donc on est encore en train de fabriquer notre à la fois l'objet, mais à la fois le chemin pour arriver à l'objet. Donc c'est ça promet. Bon. On a hâte de voir ça et que ça avance. On arrive gentiment au bout. Qu'est-ce que t'en dis ? Hormis ça, est-ce que toi tu as des projets à venir, des prochaines sorties, des choses dont tu voudrais nous parler à nos auditeurs ? Alors là tout de suite sur la fin de l'année, j'ai pas de sortie, mais j'ai un livre qui va sortir en janvier et février selon comment j'arrive à avancer, n'est-ce pas, qui va être dans la même... Est-ce que je l'ai là ? Fatimatou et le glacier, je sais plus. Fatimatou et le glacier, je l'ai vu. Il est là-dessous. Oui, je sais pas où il est, mais je l'ai vu. C'était un livre que j'ai illustré avec un texte de Gabrielle Nanchen, pour ceux qui la connaîtraient. Une femme extraordinaire, valaisanne, qui a 80 ans maintenant, mais qui était une des premières femmes à avoir été élue au moment où les femmes ont eu le droit de vote, dans les années 70. Et qui a écrit ici une histoire autour du dérèglement climatique et puis de l'engagement des jeunes. Et puis elle a réécrit un deuxième livre, alors c'est pas les mêmes personnages, mais ça va être le même éditeur, le même format, autour de la mort. Donc c'est quand même un roman... un roman illustré. Roman illustré. Donc il y a quand même beaucoup de textes et de temps en temps il y a des images comme ça. Ça va être le même principe. Et autour de la mort pour les jeunes, mais centré sur la partie des cérémonies, de l'importance de prendre congé, que ce soit d'un chat, d'un petit rouge-gorge qui s'est pris la vitre, ou d'un grand-papa en l'occurrence qui décède.
Et puis voilà, elle explore Les un peu, rituels, voilà, c'est ça, du vivre ouais. ensemble autour du prendre congé et du deuil et de se souvenir. Et voilà, ça va s'appeler Grand Papillon s'est envolé et ça va paraître chez Ouverture en tout début d'année. Ok. Et puis sinon, voilà. Où est-ce qu'on peut te trouver tu as un site internet? J'ai un T'as site des réseaux? internet, j'ai Instagram, Amélie Bury Pro avec des underscores, j'ai une page Facebook parce que je suis vieille, donc je communique encore beaucoup sur Facebook. Donc, ton site internet, c'est ameliebury.ch. Ouais. Un seul R à Bury, beaucoup de personnes ont tendance à m'en mettre deux. C'est sur ce site qu'il y a le blog Ce blog Les deux. est enterré. Personne ne le trouvera Je jamais. le trouverai. Tu connais, On a un dossier, on a un dossier. tu connais The Internet Archive? Ouais, non, mais alors il est... Alors j'avais un autre blog, mais écrit celui-là et celui-là il a disparu. J'ai reçu des avis là, je sais même plus comment ça s'appelait. Toutes ces plateformes, c'est fou, hein, comme ça semble lointain. Blogspot. Ouais, c'est possible, je sais plus. Oui, Voilà, il n'y avait ça pas un m'échappe truc Sky, maintenant. je sais pas quoi. Oui, Skynet, c'est ça. Sky quelque chose, ouais. Ouais. Sky... Non, Skynet, Non, c'est Skynet, le truc de Terminator. C'est Skyrock, ce que j'étais en train de me dire. Je n'avais pas du Skyblog, tout. Skyrock, Je crois qu'il y avait les Skyblog, ouais. effectivement. Sky- c'était Skyblog, ça, je ouais. crois. Ouais. Ouais, puis ça, je sais vous pas, parle c'est la d'un temps plateforme, qui est moins de oui, 20 alors, ans. puis après, on a inventé l'électricité. Alors, clairement. tout a changé. tellement. Comme Briac, il y avait des mammouths quand t'étais petite. Bon, ok, on reprend. Alors, on va s'asseoir et je t'explique. Sinon, je vais avoir pour la première fois un marché de Noël cette année. Donc, je sais pas si je peux le dire. Mais, Ah, ben bien non, sûr. parce que ça va sortir après, cette affaire. Donc, Eh oui. non, Ah oui, j'aurais mince. Alors, pas eu du mon tout, premier alors. marché de Noël au mois de décembre. Mais je peux quand même en parler parce que je suis assez excitée à l'idée. D'habitude, moi, je suis en dédicace, invitée sur des salons par des éditeurs, etc. Mais de mon propre chef, de monter un truc sur 3 jours, je dois faire mon roll-up. Heureusement, j'ai une coach en communication visuelle. Et voilà, j'aimerais refaire quelques séries de cartes postales, de choses comme ça. Donc, voilà. Avec ces tendances aussi d'aller de nouveau vers du produit pour des particuliers. Donc, je teste un petit peu. Mais ça te rôde pour quand on aura Ouais, Fab Livre, parce que tu absolument. vais te traîner dans les marchés, les salons, C'est et cela. tu vas voir. Et ça va sinon, être voilà, bien. entre les bouquins, et puis sinon, j'ai la chance d'avoir le carnet de commandes de 2026 qui est déjà bien rempli pour le premier trimestre, on va dire. Donc, ça, c'est toujours Chouette. aussi agréable. Mais, Tout va bien. félicitations, Tout va bien. mais c'est mérité. Merci pour cette Merci à générosité, pour ce parcours. C'était vraiment cool. On est ravis de tout ça, de t'avoir accueilli. J'espère que tu as passé un bon moment. Mais oui, Et puis... quel plaisir. Merci infiniment. Ah, c'était super intéressant. Et puis, alors, n'hésitez pas. Alors, même a posteriori, si vous avez envie de poser des questions à Amélie sur son processus de travail, sur certaines choses qu'elle a dites, nous, on relaiera bien sûr au moment de la diffusion de l'épisode. Et puis, comme toujours, si vous avez aimé l'épisode, vous pouvez nous écrire, nous envoyer vos commentaires, vous abonner, partager autour de vous. C'est important pour nous et surtout important que vous vous abonniez sur la plateforme sur laquelle vous écoutez ou sur laquelle vous regardez le podcast. Et on vous dit... voilà. J'essaye voilà, elle a de... tout Voilà. fait, elle a Bon, tout et dit. ben voilà, j'ai tout dit. On se dit à dans 15 jours. À dans 15 jours. Merci Catherine. Merci Amélie. Cyril et merci Amélie. Salut. Parce que ça crée du lien et un lien qui dure longtemps. Un texte, c'est un ruisseau. Par moments, il est très lent. Par moments, il va très fort. Tous les abrutis de marcheurs au pas de loi que vous êtes devraient lire les livres au lieu de les brûler. Mais vous couchez avec tous vos auteurs, dites-moi. Je ne bosse plus du tout avec des connards.